La main de Clara Whitmore tremblait alors qu'elle la levait au-dessus de la foule moqueuse. Elle était enceinte de 8 mois, avec 50 $ en poche. Il ne lui restait que 30 jours avant que la banque ne lui prenne tout ce que son défunt mari lui avait laissé. Le commissaire-priseur a ri, l'éleveur a ricané. Mais le cow-boy au visage balafré sur l'estrade l'a regardé droit dans les yeux et il est descendu. Il l'a choisi. Et ce simple choix allait déclencher une guerre à laquelle personne à Wheeler's Crossing, dans le Montana, n'était préparé. Ni le banquier qui voulait ses terres, ni la ville qui l'avait déjà condamné. Et certainement pas Clara elle-même. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous à notre chaîne et restez jusqu'à la toute fin. Vous n'allez pas croire où ce voyage nous mène. Laissez un commentaire avec le nom de la ville d'où vous regardez. Comme ça, et je pourrais voir jusqu'où l'histoire de Clara a voyagé. Le matin où Clara Whitmore a décidé d'acheter un homme, elle avait exactement 50 $ cachés dans sa botte gauche et un bébé qui appuyait fort contre ses côtes. Elle se tenait à l'arrière de la foule devant la pension pour chevaux de Dawson. Le menton levé, la mâchoire serrée. La sueur coulait dans son cou. La chaleur de juillet à Wheeler's Crossing dans le Montana rendait les gens méchants. Et chaque homme dans cette foule avait déjà de la méchanceté à revendre. Suivant, a hurlé le commissaire-priseur en frappant le poteau en bois de sa main. Un montagnard, le dos solide, doué avec les chevaux, le bétail, le bois. Il a quelques années de guerre derrière lui, mais il a encore de l'énergie. Qui commence à 100 $? Clara s'est frayé un chemin à travers le mur d'épaule et de fumée de tabac. Quelques hommes ont jeté un coup d'œil à son ventre et ont vite détourné le regard, comme si la grossesse était contagieuse. L'homme sur l'estrade n'a pas bougé. Il se tenait les mains ballantes, son chapeau baissé sur les yeux. Une cicatrice courait de sa tempe gauche jusqu'à sa mâchoire. Sa chemise était déchirée à l'épaule. Ses bottes étaient complètement fendues. Il ressemblait à un homme qui ne se souciait plus de savoir si le soleil se lèverait demain. 150. A crié un éleveur au premier rang. 200. A beuglé une autre voix. Le cœur de Clara s'est emballé. Elle ne pouvait pas rivaliser. Elle ne pouvait même pas offrir la moitié de ça. 200 une fois. Elle a bousculé 2 hommes qui sentaient le whisky et le cuir. 200 deux fois. 50 $, a dit Clara. La foule est restée silencieuse pendant une seconde exactement. Puis les rires ont éclaté comme un mur. 50. Le commissaire-priseur s'est penché par-dessus la balustrade et l'a dévisagé. « Madame, vous avez dit 50? »« Oui. »« Madame, avec tout le respect que je vous dois, l'enchère est à 200. Vous ne pouvez pas... » « J'ai dit 50. C'est mon offre. » Un éleveur à sa gauche a craché dans la poussière. « Rentrez chez vous, la veuve. Ce n'est pas votre place ici. »« Je crois que je vais en décider moi-même, » a dit Clara, sans baisser les yeux. L'homme sur l'estrade a bougé pour la première fois. Il a incliné la tête juste assez pour la voir sous le bord de son chapeau. Ses yeux avaient la couleur de l'eau d'un ruisseau après la pluie. Gris, clair et vide. « L'enchère est à 200, » a dit le commissaire-priseur. « Madame, vous êtes hors course. » Je la choisis. Toutes les voix se sont tues. L'homme est descendu de l'estrade. Ses bottes ont heurté le sol lourdement, comme s'il avait l'habitude de marcher sur la roche. Il a traversé l'espace qui les séparait en 4 grandes enjambées et s'est arrêté juste devant Clara. Il était grand, plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Et de près, la cicatrice paraissait pire, profonde, ancienne, du genre que laisse un couteau quand quelqu'un y met de l'intention. « Vous êtes sûr de ça? » a dit Clara doucement. « Non, madame, a-t-il dit, mais ça fait longtemps que je ne suis sûr de rien. » Le commissaire-priseur a bafouillé. « Attendez un peu, les règles disent. »« Les règles disent est-ce que l'homme peut choisir, » a crié un vieux fermier à l'arrière. « Lisez votre propre contrat, Dawson. » Le visage de Dawson est devenu rouge. Il a fouillé dans ses papiers en marmonnant. La foule s'est agitée, certains hommes ont juré, d'autres se sont contentés de regarder. Clara a tendu la main. « Clara Whitmore, je possède un ranch à 6 miles au nord, ou du moins pour encore 30 jours, à moins que je ne trouve une solution. » L'homme a regardé sa main pendant un long moment, puis il l'a prise. Ethan Calloway. Sa poignée de main était à la fois rude et prudente, comme celle d'un homme qui sait à quel point il est facile de briser les choses. « Vous avez un cheval? » a demandé Clara. « Non, madame. »« Des outils? »« J'ai un couteau et ce que je porte sur moi. »
Ce n'est pas beaucoup. Non, madame, ce n'est pas beaucoup. Elle l'a étudié. Vous buvez? Plus maintenant. Vous volez? Jamais. Oui. Vous fuyez quand les choses deviennent difficiles? Quelque chose a changé derrière ses yeux. Un éclair de quelque chose de vieux et de sombre, apparu et aussitôt disparu. Je ne fuis pas, Madame Whitmore. C'est à peu près la seule chose que je peux vous promettre. Clara a hoché la tête. Alors allons-y. Nous avons du travail et peu de temps. Ils sont partis vers le nord en silence. Clara sur la jument de son défunt mari et Ethan marchant à côté. Oh, car elle n'avait pas de deuxième cheval. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas parlé. Il se déplaçait comme un homme qui a passé des années en montagne. D'un pas sûr, silencieux, chaque mouvement était délibéré. Après 3 miles, Clara a arrêté la jument. « Je devrais vous dire dans quoi vous mettez les pieds, a-t-elle dit. Je me doutais que vous le feriez quand vous seriez prête. Mon mari est mort il y a 5 mois, projeté par un cheval lors d'une transhumance. Il s'est brisé le cou. Elle l'a dit d'un ton neutre, de la façon dont on dit les choses qu'on a trop répétées. Il m'a laissé le ranch. Il m'a aussi laissé une dette de 20 000 $ à la première banque nationale de Wheeler's Crossing. Ethan n'a pas bronché en entendant le chiffre. C'est beaucoup d'argent. C'est plus que beaucoup. Le banquier Victor Hale, il m'a donné 30 jours. Après ça, il prend la terre. Qu'est-ce que la terre vaut pour lui? Clara a regardé Ethan d'un air vif. La plupart des gens posaient des questions sur la dette, sur la façon dont elle comptait payer, sur sa famille. Personne ne demandait ce que la terre valait pour le banquier. Je ne sais pas encore, a-t-elle dit. Mais je sais qu'il la veut plus que pour 20 000 $. Je le sens. Faites confiance à ce sentiment, a dit Ethan. Ils ont marché un autre mile avant que Clara ne reprenne la parole. Le ranch est en mauvais état. Les clôtures sont tombées. Le système d'irrigation est à moitié cassé. J'ai 40 têtes de bétail qui ont besoin de soins et le toit de la grange fuit tellement que le foin commence à pourrir. Je peux réparer ces choses. Je ne peux pas vous payer beaucoup. Vous avez payé 50 $. C'est plus que les 3 derniers hommes qui m'ont engagé réunis. Clara a presque souri. Presque. Vous êtes toujours aussi bon marché? Je ne suis pas bon marché, Madame Whitmore. Je ne suis juste pas cher. Le ranch semblait en pire état que dans le souvenir de Clara, et elle n'était partie qu'à l'aube. La barrière d'entrée pendait de travers sur une seule charnière. La clôture du corral s'était effondrée à 2 endroits. La maison principale tenait encore solidement. Son grand-père l'avait construite avec du pain du Montana et de l'obstination. Mais tout autour s'affaissait comme si tout avait abandonné. Ethan s'est arrêté à la barrière et a tout regardé sans expression. « Oh, depuis combien de temps votre mari est-il décédé? » a-t-il demandé. 5 mois. Et avant ça, il avait été malade l'année avant sa mort, des problèmes de cœur. Le ranch a commencé à décliner. Et Ethan a hoché lentement la tête. Donc, ça fait environ 2 ans que ça se dégrade. Et alors, j'ai vu pire. Clara l'a dévisagé. Vous avez vu pire? Oui, madame. J'ai passé 3 hivers dans une cabane dans les Rocheuses avec un toit en peau de bison et une prière. Ceci est un palais. Il s'est approché de la clôture du corral, s'est accroupi et a testé le bois avec ses mains. Puis il a regardé la grange, puis l'abreuvoir, puis la colline derrière la maison où le fossé d'irrigation descendait du ruisseau. « Je vais commencer par l'eau, a-t-il dit. Tout le reste peut attendre. L'eau ne peut pas. » Clara l'a regardé marcher vers la colline, et pour la première fois en 5 mois, quelque chose s'est détendu dans sa poitrine. Pas de l'espoir. Elle n'était pas prête pour l'espoir. Mais quelque chose qui s'en approchait. Quelque chose qui avait un pouls. À la fin de la première journée, Ethan avait nettoyé le fossé d'irrigation, rétabli le débit d'eau et réparé la pire section de la clôture du corral. Il avait utilisé du bois qu'il avait coupé d'un pin mort derrière la grange. Il a travaillé sans s'arrêter, sans demander d'instructions et sans faire la conversation. Clara lui a apporté de l'eau à midi. Il l'a bu debout ou a rendu le gobelet et est retourné directement au travail. « Vous ne vous asseyez pas beaucoup, a-t-elle dit. C'est en s'asseyant que les choses s'effondrent. » Au crépuscule, elle lui a apporté le souper sur le porche, des haricots, du pain de maïs et du café. Il s'est assis sur la marche supérieure avec son assiette sur les genoux et a mangé lentement. Clara s'est assise dans le fauteuil à bascule derrière lui.
Le bébé a donné un grand coup et elle a pressé sa main contre son flanc. « Le bébé est pour quand? » a demandé Ethan sans se retourner. « 5 semaines, peut-être 6. Le docteur Wheeler n'est pas sûr. Vous avez quelqu'un pour vous aider le moment venu? » Madame Petite de la ville a dit qu'elle viendrait, si elle s'en souvient, si son mari la laisse faire. Ethan a posé sa fourchette. « Si elle ne vient pas, alors je me débrouillerai. » Il s'est retourné et l'a regardé. Vraiment regardé, pour la première fois depuis la vente aux enchères. Oh, Clara a senti le poids de ce regard. Pas de jugement, pas de pitié, autre chose. De la reconnaissance, peut-être. Comme s'il avait déjà vu ce genre de solitude. « Vous n'aurez pas à vous débrouiller seul, a-t-il dit. Pas tant que je serai là. La gorge de Clara s'est serrée. Elle a détourné le regard vers les collines. Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir, Monsieur Calloway. Je n'en fais pas, madame. C'est pour ça que j'en fais peu. Le lendemain matin, la calèche de Victor Hale est arrivée sur la route. Clara l'a vue depuis la fenêtre de la cuisine et tout son corps s'est raidi. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier, est sortie et s'est tenue sur le porche, les bras croisés sur son ventre. Hale est descendu de la calèche comme s'il possédait le sol sur lequel il marchait. C'était un homme soigné, bien habillé, avec une chaîne de montre en argent et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Bonjour, Madame Whitmore, » a-t-il dit en soulevant son chapeau. « Je vois que vous avez fait un achat à la vente aux enchères hier. » En effet, 50 $ pour un vagabond. Hale a regardé vers le corral où Ethan travaillait. « C'est un investissement intéressant pour une femme dans votre situation. »« Ma situation et c'est mon affaire, Monsieur Hale. » Hale a souri plus largement. « Bien sûr, je suis juste venu vous le rappeler. Votre paiement est dû dans 29 jours maintenant. 20 000 $. Il a fait une pause. « Ça fait beaucoup de pain de maïs et de prières, Madame Whitmore. Je suis consciente de ce que je dois. J'en suis sûr, et je veux que vous sachiez que je suis un homme raisonnable. Si le fardeau devient trop lourd, je serai heureux de vous débarrasser de la terre. Prix juste, transaction propre. Vous pourriez repartir à zéro ailleurs. Cette terre est dans ma famille depuis 40 ans, Monsieur Hale. Mon grand-père a construit cette maison. Le sentimentalisme est un luxe, Madame Whitmore. Un luxe que vous ne pouvez peut-être pas vous permettre. » La voix d'Ethan était venue de derrière la clôture du corral. Il n'avait pas bougé de là où il travaillait, n'avait pas levé les yeux, mais ses mots ont porté clairement à travers la cour. La dame a dit que la terre n'est pas à vendre. Hale s'est retourné lentement. Il a regardé Ethan comme on regarde une tache sur sa chaussure. « Je ne crois pas que je vous parlais. »« Non, monsieur, mais moi, je vous parlais. » Le sourire de Hale n'a pas vacillé, mais quelque chose derrière a changé. Il s'est retourné vers Clara. « Pensez à mon offre. L'horloge tourne et l'hiver arrive vite dans le Montana. » Il a de nouveau soulevé son chapeau. « Bonne journée. » Clara a regardé sa calèche descendre la route jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ses mains tremblaient. « Il reviendra, a-t-elle dit. »« Je sais, a dit Ethan. Il a enfoncé un clou dans le poteau de la clôture avec force. Mais moi aussi. » Cette nuit-là, Clara n'a pas pu dormir. Le bébé était agité, appuyant contre sa colonne vertébrale, et son esprit ne cessait de faire des calculs. 20 000 $, 29 jours. Elle pourrait vendre du bétail, peut-être en tirer 3 000 si elle obtenait un prix juste, ce qui n'arriverait pas. Chaque acheteur du comté savait qu'elle était désespérée. Ou elle pourrait vendre du bois de la crête nord, 1000 de plus peut-être. Il resterait encore 16 000 $ et un banquier qui souriait comme un serpent à sonnette. Elle s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. Le clair de lune tombait sur la cour. Elle pouvait voir Ethan assis sur la barrière près de la grange, le dos droit, fixant le vide. Il ne dormait pas. Il était juste assis dans le noir, comme un homme qui veille sur quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Clara a pressé son front contre la vitre. « Qui êtes-vous? »« Ethan Calloway, » a-t-elle chuchoté. Il ne l'a pas entendu, mais il a quand même tourné la tête vers la maison, comme si une partie de lui avait senti la question. À la fin de la première semaine, le ranch avait une autre allure. Pas réparé, on ne répare pas 2 ans de délabrement en 7 jours. Mais il respirait à nouveau. L'eau coulait claire, le corral était droit. Le toit de la grange avait de nouvelles rustines qui tenaient vraiment. Oh, Clara a remarqué quelque chose dans la façon de travailler d'Ethan. Il ne se contentait pas de réparer les choses. Il les étudiait d'abord, les touchait de ses mains.
écoutait comme si le bois, le fil de fer et l'eau avaient quelque chose à lui dire, et il était assez patient pour l'entendre. Le 7e matin, Clara est sortie et a trouvé Ethan près de la clôture du pâturage sud, regardant le bétail. « Nous avons un problème », a-t-il dit. « Juste un ?» Il a presque souri. « Ce bétail est en sous-poids. L'herbe dans ce pâturage est brûlée par la chaleur. Si nous ne les déplaçons pas vers des terres plus hautes d'ici 2 semaines, nous perdrons 10, peut-être 15 têtes avant la fin du mois d'août. Des terres plus hautes, ça veut dire la crête nord. C'est un terrain de parcours libre là-haut. Pas de clôture. Je peux construire une clôture temporaire suffisante pour les retenir pendant l'été. Avec quel bois? Nous n'en avons plus. Oui, il y a un peuplement de pins tordus à environ 4 miles en amont du ruisseau. Je peux couper ce dont nous avons besoin dans 3 jours. Clara l'a étudié. Vous iriez là-haut seul? C'est une région sauvage. J'ai vécu dans des endroits plus sauvages. Il y a des pumas là-haut. J'ai rencontré pire. Clara a croisé les bras. Le bébé a bougé et elle a ajusté sa position sans y penser. Monsieur Calloway, je dois vous demander quelque chose et j'ai besoin d'une réponse honnête. Oh! Oui, madame. Pourquoi m'avez-vous choisi à cette vente aux enchères? Un éleveur vous offrait 200 $ de bonnes termes, un travail stable, un salaire régulier. Vous avez choisi la veuve enceinte avec 50 $ et un ranch en ruine. Pourquoi? Ethan est resté silencieux pendant un long moment, assez longtemps pour que Clara pense qu'il n'allait pas répondre. Parce que vous aviez peur, a-t-il dit finalement, et vous êtes venu quand même. Clara a cligné des yeux. C'est tout, Madame Whitmore. J'ai connu beaucoup d'hommes courageux, des soldats, des éclaireurs, des montagnards qui combattraient un grizzly à main nue. La plupart d'entre eux étaient courageux parce qu'ils n'avaient rien à perdre. Il a regardé son ventre, puis son visage. Vous avez tout à perdre, et vous avez quand même levé la main. Clara a senti ses yeux brûler, et elle s'est détournée rapidement. Elle ne pleurerait pas devant cet homme, et enfin elle ne pleurerait devant personne. Allez chercher le bois, a-t-elle dit, la voix rauque, et soyez de retour dans 3 jours. Oui, madame. Il a ramassé la hache à côté de la porte de la grange et s'est dirigé vers le sentier du ruisseau sans se retourner. Clara l'a regardé jusqu'à ce que les arbres l'engloutissent, puis elle s'est assise sur la marche du porche et a pressé ses 2 mains contre son ventre. Le bébé donnait de grands coups, comme s'il savait déjà que quelque chose changeait. « Tout va bien », a-t-elle chuchoté. « Nous allons bien. » Mais la vérité, c'est qu'elle ne savait pas si c'était vrai. Elle savait seulement que pour la première fois en 5 mois, elle voulait que ce le soit. 3 jours plus tard, Ethan est redescendu de la montagne. Il avait assez de pins tordus, attachés à un traîneau improvisé, pour clôturer toute la crête nord. Il avait une nouvelle coupure à l'avant-bras, une longue entaille nette qui semblait provenir d'un coup de hache malencontreux. Et il boitait légèrement, une boiterie qu'il essayait de cacher. Clara l'a rejoint à la barrière. Elle a regardé le bois, puis son bras. Que s'est-il passé? Un rocher a cédé sur la pente. Je me suis mal rattrapé. Laissez-moi voir. Ce n'est rien, madame. Je n'ai pas demandé si ce n'était rien. J'ai dit, laissez-moi voir. Il a tendu le bras. La coupure était assez profonde pour nécessiter des pointes de suture. Clara l'a conduit sur le porche, a fait bouillir de l'eau et a nettoyé la plaie d'une main sûre. Ethan est resté assis, immobile comme une pierre. « Vous êtes doué pour ça », a-t-il dit. « J'ai recousu plus de cowboys que je ne peux en compter. Mon mari était dur avec lui-même. » Elle a senti Ethan se tendre à la mention de son mari, puis se détendre délibérément. « C'était un homme bien ?» a demandé Ethan. « C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. » Clara a enfilé l'aiguille. Et le plus têtu. Il partait à cheval même malade, travaillait avec de la fièvre, poussait jusqu'à ce que quelque chose casse. Généralement lui-même. Elle a fait une pause. C'est ce qui l'a tué à la fin. Pas le cheval, le fait de toujours pousser. Certains hommes ne savaient-tu s'arrêter. Et vous? Ethan a regardé ses mains pendant qu'elle cousait. Je me suis arrêté une fois, après la mort de ma femme et de ma fille. L'aiguille de Clara s'est immobilisée. Elle n'a pas levé les yeux. Accident de chariot, a dit Ethan doucement. Il y a 3 ans, une roue s'est cassée dans un col de montagne. Le chariot a basculé dans le vide. J'étais en éclaireur devant. Je n'ai même rien entendu. Les mots sont sortis, plats et précis, comme s'ils les avaient répétés si souvent qu'ils avaient perdu leur tranchant.
Mais Clara pouvait entendre ce qui se cachait en dessous. Un silence si profond qu'il pouvait engloutir un homme tout entier. « Je suis désolé, a-t-elle dit. « Moi aussi. » Elle a terminé la suture et a fait un nœud. « Voilà, ne tirez pas dessus. »« Oui, madame. » Ils sont restés assis sur le porche en silence alors que le soleil tombait derrière les montagnes. Le bébé a donné un coup. Un faucon tournait dans le ciel. Au loin, un coyote a appelé. « Monsieur Calloway. »« Madame, vous pouvez m'appeler Clara. » Il l'a regardé. Quelque chose a changé dans ses yeux gris. Pas de la chaleur, exactement, mais la possibilité de chaleur. Une porte qui s'entr'ouvre juste assez pour laisser entrer la lumière. « Ethan, » a-t-il dit. « Juste Ethan. » Clara a hoché la tête. « D'accord, Ethan. Bienvenue au ranch. » Et pour la première fois depuis plus longtemps qu'il ne pouvait s'en souvenir, Ethan Calloway a eu l'impression d'avoir un endroit où être. La deuxième semaine a tout changé. Ethan avait clôturé la crête nord le mardi. Les 40 têtes de bétail étaient déplacées vers des pâturages plus hauts le jeudi. Le vendredi matin, les animaux prenaient déjà du poids, broutant dans des prairies qui n'avaient pas été touchées de tout l'été. Clara se tenait à la fenêtre de la cuisine et regardait le troupeau à travers la chaleur miroitante. Et elle a ressenti quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir depuis le jour où ils avaient mis James en terre. Le contrôle. Pas l'espoir. Pas encore. Mais le sentiment que la roue avait cessé de tourner et qu'elle pouvait enfin s'y accrocher. Puis Martha Perkins est arrivée sur la route comme si le diable en personne la poursuivait. Martha avait 60 ans, l'esprit vif comme une lame, et dirigeait le magasin général de Wheeler's Crossing d'une main de fer. Elle accordait généreusement du crédit à quiconque en avait besoin. Elle avait été la meilleure amie de la mère de Clara avant que la tuberculose ne l'emporte. Et elle était la seule personne en ville qui regardait encore Clara dans les yeux. « Clara! » Martha a arrêté son cheval et a failli tomber de sa selle. « Clara, tu dois entendre ça avant que quelqu'un d'autre ne te le raconte mal. » Clara est descendue des marches du porche. Que s'est-il passé? Victor Hale a organisé une réunion à la mairie hier soir, sur invitation privée seulement. Tous les grands éleveurs de la vallée y étaient. Et Martha a attrapé le bras de Clara. Il dit aux gens que le chemin de fer arrive, Montana Central. Il prévoit une ligne secondaire depuis Helena qui traversera cette vallée. Et le tracé passe juste sur ton pâturage nord. Clara a senti le sol se dérober. Mes terres? Tes terres. Et il achète des parcelles autour de toi depuis des mois, discrètement et en espèces. Pas de registres au palais de justice avant que l'encre ne soit sèche. Il ne veut pas de tes 20 000 $, Clara. Il veut ce qu'il y a sous ta terre. Mais les mains de Clara se sont posées sur son ventre. Le bébé a pressé contre sa paume comme un poing. Comment sais-tu tout ça? Parce que mon neveu travaille au cadastre à Helena. Il a vu les cartes d'arpentage. Ton ranch se trouve en plein centre du tracé proposé. Sans ta parcelle, le chemin de fer doit faire un détour de 20 miles autour des montagnes. Avec elle, ils économisent 200 000 $. 200 000 $, a chuchoté Clara. Et on a promis à Hale un pourcentage pour avoir sécurisé le droit de passage. C'est pour ça qu'il a prêté l'argent à ton mari, Clara. C'est pour ça qu'il a rendu les conditions si impossibles. Il n'a jamais voulu que James le rembourse. Il voulait la terre. Clara s'est assise lourdement sur la marche du porche. Ses jambes l'ont lâchée. Il a tout planifié, a-t-elle dit. Depuis le début. Depuis avant le début. Il a accordé ce prêt à James en sachant que le ranch était en difficulté. Sachant que James était malade. Sachant que tôt ou tard, la dette engloutirait tout. Clara a serré les poings sur ses genoux. La rage est montée dans sa poitrine comme un feu. Chaude, pure et assez tranchante pour couper. Ce salaud a tué mon mari. Il l'a fait. Il a chargé James d'une dette qu'il ne pouvait pas supporter. Et James s'est tué à la tâche en essayant de la rembourser. Hale aurait tout aussi bien pu le pousser de ce cheval. Martha s'est agenouillée à côté d'elle. « Je sais, ma chérie, je sais. Mais maintenant, tu dois réfléchir calmement. Tu as 22 jours. Si tu ne peux pas payer, y prendre la terre. Légalement, proprement. Et personne dans cette ville ne l'arrêtera parce que la moitié d'entre eux lui doivent aussi de l'argent. » L'ombre d'Ethan est tombée sur le porche. Aucune des deux femmes ne l'avait entendu approcher. « Combien le chemin de fer paye-t-il pour le droit de passage? » a-t-il demandé. Martha l'a regardé. Elle avait entendu parler de la vente aux enchères.
Du cow-boy à 50 dollars de Clara. Elle l'a étudié comme on étudie un cheval avant de l'acheter. Les dents, les jambes, les yeux. La rumeur dit 15 dollars l'acre. Clara a 600 acres rien que du côté nord. Ça fait 9000 dollars juste pour le droit de passage, sans compter la valeur de la terre avec un chemin de fer qui la traverse. Vous savez compter, a dit Martha. Je sais faire plus que compter, madame. Clara a levé les yeux vers Ethan. À quoi penses-tu? Je pense que Victor Hale ne veut pas que vous sachiez ce que vaut votre terre. Je pense qu'il comptait sur le fait que vous seriez trop effrayé et trop fauché pour poser des questions. Et je pense que si le chemin de fer a tant besoin de votre terre, vous ne lui devez rien du tout. C'est lui qui vous doit quelque chose. Martha a frappé son genou. Je l'aime bien, celui-là. Clara s'est levée lentement. Son dos lui faisait mal. Ses pieds s'étaient enflés. Le bébé pesait sur sa vessie comme un sac de farine. Mais ses yeux étaient clairs. « Qu'est-ce qu'on fait ?» a-t-elle dit. Ethan a enlevé son chapeau et a passé sa main dans ses cheveux. « D'abord, il nous faut des preuves, des cartes d'arpentage, de la correspondance, tout ce qui lie Hale à l'affaire du chemin de fer avant qu'il n'accorde le prêt à votre mari. Si on peut prouver qu'il a manigancé la dette pour voler la terre, le prêt lui-même pourrait être frauduleux. Le cadastre à Helena, a dit Martha. Mon neveu peut obtenir les registres d'arpentage. En combien de temps? Je peux aller au bureau du télégraphe aujourd'hui. Il pourrait avoir des copies par la diligence d'ici la fin de la semaine prochaine. Ça fait 15 jours avant la date limite, a dit Clara. C'est juste. Tout ce qui en vaut la peine est toujours juste, a dit Ethan. Deuxièmement, il nous faut des rentrées d'argent. Pas 20 000, mais assez pour montrer que vous êtes en activité. Assez pour vous donner un avantage si ça va devant un juge. J'y ai pensé, a dit Clara. La sécheresse dans le sud rend les éleveurs désespérés pour des pâturages. Si nous ouvrons la crête nord à la pension de bétail, disons 2 dollars par tête par mois, nous pourrions générer un revenu réel. Ethan a hoché la tête. Combien de têtes la crête peut-elle supporter? 200, peut-être 250 si le ruisseau tient. Ça fait 4 à 500 dollars par mois. Ce n'est pas 20 000. Non, mais c'est un ranch qui gagne de l'argent au lieu d'en perdre. Ça change tout devant un juge. Clara s'est tournée vers Martha. Peux-tu faire passer le mot? Discrètement. Je ne veux pas que Hale sache ce qu'on fait avant qu'on ne le fasse. Martha remontait déjà sur son cheval. Ma chérie, je fais passer le mot dans cette vallée depuis avant ta naissance. Donne-moi 3 jours. Elle est partie dans un nuage de poussière. Clara et Ethan sont restés seuls dans la cour. Ça pourrait marcher, a dit Clara. Ça pourrait ou ça pourrait nous exploser au visage et je perdrais tout. C'est aussi vrai. Clara l'a regardé. Vous n'êtes pas vraiment un réconfort, Ethan. Je n'essaye pas d'être un réconfort, j'essaye d'être utile. Elle a presque ri. Dieu l'aide. Elle a presque ri. D'accord, mettons-nous au travail. Tan s'est tourné vers la grange, puis s'est arrêté. Clara. Quoi? Ce que Martha a dit sur Hale qui a manigancé le prêt. Sur votre mari. Le visage de Clara s'est durci. Quoi à ce sujet? Vous allez vouloir utiliser cette colère. C'est bien. La colère est un carburant. Mais ne la laissez pas conduire. C'est vous qui conduisez. La colère ne fait que remplir le réservoir. Il s'est éloigné avant qu'elle ne puisse répondre, ce qui était probablement intelligent. Clara Whitmore avait environ 6 choses différentes à dire et aucune n'était polie. Mais il avait raison. Bon sang, il avait raison. Les 3 jours suivants sont passés vite. Clara et Ethan ont travaillé de l'aube à la nuit tombée, préparant la crête nord pour la pension de bétail. Tan a construit des abreuvoirs avec des bûches fendues. Clara a cartographié les zones de pâturage et calculé les besoins en nourriture. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec une efficacité qui les a surpris tous les deux. Elle montrait du doigt, il construisait. Il suggérait, elle décidait. Pas de mots inutiles, pas de mouvements inutiles. Le 3e soir, le premier bétail extérieur est arrivé. Un éleveur nommé Tom Briggs du Sud a conduit 40 têtes sur la route. Il avait l'air d'avoir traversé l'enfer pour arriver là. Madame Whitmore, il a enlevé son chapeau. Martha Perkins m'a envoyé. Mais elle a dit que vous aviez de l'herbe et de l'eau. C'est exact. 2 dollars par tête par mois. C'est juste. Plus que juste.
Il a regardé la crête, les prairies vertes et le ruisseau qui coulait. Madame, vous n'avez aucune idée de ce que c'est là-bas. Le sol est craquelé. J'ai perdu 30 têtes le mois dernier à cause de la chaleur. Je suis désolé d'entendre ça. Votre terre est une bénédiction. Je le pense sincèrement. Clara a pris son argent et 80 dollars en espèces et lui a écrit un reçu au dos d'une facture de fourrage. Ses mains étaient instables, sa voix était stable, mais à l'intérieur, quelque chose chantait. 80 dollars. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à elle. À la fin de la semaine, 3 autres éleveurs étaient venus, 160 têtes au total sur la crête nord. 320 dollars dans la boîte de Clara. One Ethan avait construit un corral temporaire près du ruisseau pour le tri et un abri pour les bouviers qui amenaient le bétail. Vous gérez une véritable exploitation, a dit Ethan un soir, alors qu'il comptait sur le poche. Je gère une exploitation désespérée, a dit Clara. Il y a une différence. Pas autant que vous le pensez. Clara a posé son crayon. Ethan, je peux vous demander quelque chose? Vous le faites toujours. Quand vous étiez éclaireur pendant la guerre, avez-vous déjà fait face à quelque chose que vous saviez ne pas pouvoir gagner? Il est resté silencieux un long moment. Un coyote a hurlé quelque part sur la crête. Un autre a répondu. Tous les jours, a-t-il dit. C'est ça, être éclaireur. Vous chevauchez en avant de la colonne, dans un pays que vous ne connaissez pas, à la recherche d'un ennemi qui vous cherche déjà. Tout le travail consiste à affronter des choses que vous ne pouvez pas gagner et à trouver un moyen de passer quand même. Oui, comment? Vous arrêtez de penser à gagner. Vous pensez à survivre. Vous pensez à la prochaine crête, au prochain ruisseau, aux 10 prochaines minutes. Vous faites en sorte que le terrain travaille pour vous et non contre vous. Il a fait une pause. C'est ce que vous faites, Clara. Vous êtes en reconnaissance. Vous n'essayez pas de gagner la guerre aujourd'hui. Vous essayez de survivre jusqu'à demain. Clara a senti le bébé donner un grand coup juste sous ses côtes. Elle a pressé sa main à cet endroit. Demain se rapproche, a-t-elle dit. Il se rapproche toujours. Le dimanche matin, Clara a conduit le chariot en ville pour des provisions. Ethan est resté pour vérifier des clôtures sur la crête. Elle aurait aimé qu'il vienne avec elle. Elle pouvait se l'avouer, mais elle n'allait pas le dire à voix haute. Wheeler's Crossing était une ville qui fonctionnait au ragot et au crédit. Et Clara a su, dès qu'elle est entrée dans le magasin de Martha, oui, que les deux jouaient contre elle. 2 femmes près du comptoir des tissus ont cessé de parler quand elle est entrée. Un homme près des bacs de nourriture a regardé son ventre et a secoué la tête. « Bonjour, Clara », a dit Martha à voix haute de derrière le comptoir. « Votre commande est prête? » Clara est passée devant les femmes silencieuses, le menton haut. Elle sentait leurs yeux sur son dos comme des aiguilles. « C'est vrai ?» a chuchoté l'une d'elles assez fort pour que Clara entende. Elle a acheté ce vagabond à la vente aux enchères. Une femme enceinte qui achète un homme. C'est indécent, a dit l'autre. Son mari est à peine enterré. Les mains de Clara se sont agrippées au bord du comptoir jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Martha s'est penchée en avant. N'ose même pas, a chuchoté Martha. Pas ici, pas maintenant. Je ne vais rien dire, a dit Clara entre ses dents. Je sais, c'est ça qui m'inquiète. Clara a chargé ses provisions et est sortie. Et sur le trottoir en bois, elle est tombée nez à nez avec Victor Hale. Il se tenait là comme s'il l'avait attendu. C'est comme s'il avait su qu'elle venait. Sa chaîne de montre en argent captait la lumière du soleil. « Madame Whitmore, quel plaisir. J'entends dire que vous avez été occupée. Vous mettez du bétail en pension, n'est-ce que pas? » L'estomac de Clara s'est noué. Il savait déjà. « C'est une entreprise légale, Monsieur Hale? » « Oh, certainement. Très industrieuse, très intelligente. » Et il s'est approché, assez près pour que Clara doive lutter contre l'envie de reculer. « Mais je me demande si vous avez pensé à la responsabilité. Tout ce bétail sur vos terres. Si quelque chose arrivait, une clôture qui cède, une débandade, un dommage à la propriété d'un autre ranch, eh bien, ça pourrait être assez coûteux. Est-ce une menace? » C'est une préoccupation de la part d'un concitoyen. Il a souri, ce sourire de serpent à sonnette. « Je détesterais vous voir vous enfoncer davantage dans un trou dont vous ne pouvez pas sortir. » La voix de Clara est devenue froide et plate, et elle n'a pas essayé de la réchauffer. « Monsieur Hale, vous avez prêté à mon mari de l'argent que vous saviez qu'il ne pourrait pas rembourser. Vous l'avez regardé se tuer à la tâche en essayant.
Et maintenant, vous êtes là à me menacer parce que je ne vais pas me laisser faire et vous donner ce que vous voulez. Le sourire de Hale a vacillé. Et juste une seconde. Juste assez. Je ne sais pas ce que vous pensez savoir, Madame Whitmore. Je sais pour le chemin de fer. Les mots l'ont frappé comme une gifle. Clara l'a vu. Le tressaillement, l'éclair de calcul derrière ses yeux, le rétablissement rapide. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Montana Central, la ligne secondaire à travers la vallée, les cartes d'arpentage déposées à Helena, le droit de passage qui traverse directement mon pâturage nord. Mime, le visage de Haïl est devenu vide. Pas en colère, pas surpris, vide. Et c'était pire car Clara avait grandi parmi les joueurs de poker. Elle savait à quoi ressemblait le visage d'un homme qui décide de ce qu'il va vous montrer. Vous avez écouté des rumeurs, a-t-il dit prudemment. J'ai posé des questions. Il y a une différence. Les questions peuvent être dangereuses, Madame Whitmore, surtout pour une femme dans votre situation. Ma situation, c'est d'être debout sur mes deux pieds, sur une terre qui m'appartient, et j'ai l'intention de la garder. Hale a redressé son manteau. Il l'a regardé un long moment, et quelque chose dans son expression a changé. Le charme est tombé comme un masque, et en dessous, il y avait quelque chose de dur, de froid et de patient. 22 jours, a-t-il dit, c'est ce qu'il vous reste, et tout le bétail en pension du Montana ne changera rien à ce que vous devez. Il s'est éloigné. Et Clara est restée sur le trottoir jusqu'à ce que ses genoux cessent de trembler. Quand elle est revenue au ranch, Ethan l'attendait à la barrière. Il a jeté un coup d'œil à son visage et tout son corps s'est immobilisé. Que s'est-il passé? Hale est au courant pour le bétail. Il est au courant de tout. Il vous a menacé? Il n'a pas eu besoin. Son visage l'a fait pour lui. Clara est descendue du chariot. Ethan s'est avancé pour l'aider et elle l'a laissé faire. Ce qui les a surpris tous les deux. Ses mains étaient chaudes et stables sur sa taille. Et pendant une seule seconde, elle s'est appuyée sur sa force avant de se retirer. Il sait que je sais pour le chemin de fer, a-t-elle dit. L'expression d'Ethan s'est assombrie. Vous lui avez dit? Je devais le faire. Il menaçait de l'exploitation de bétail. J'avais besoin qu'il sache que je ne suis pas aveugle. Clara, il s'est arrêté, a pris une profonde inspiration. C'était courageux et c'était dangereux. Je sais, il va agir plus vite maintenant. Il ne peut pas se permettre d'attendre la date limite. Si vous obtenez la preuve de ce qu'il a fait, toute son affaire s'effondre. Le neveu de Martha envoie les registres d'arpentage. Nous devons juste tenir jusqu'à ce qu'ils arrivent. Ethan a regardé vers la route où la calèche de Hale avait laissé de la poussière en suspens. Il n'attendra pas, a dit Ethan. Les hommes comme lui n'attendent pas quand ils sont acculés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne dort pas, on surveille les clôtures, l'eau, le bétail. Tout ce qu'il peut saboter, on le garde. Clara a posé sa main sur son bras. Elle ne l'avait pas prévu. C'est juste arrivé. Et elle ne l'a pas retiré. Ethan, si ça tourne mal, ça ne tournera pas mal. Mais si c'est le cas, je veux que vous sachiez. Elle s'est arrêtée, les mots coincés dans sa gorge comme un os. Moi, je sais, a-t-il dit. Et d'une manière ou d'une autre, elle a cru qu'il savait. Cette nuit-là, Ethan n'a pas dormi dans la grange. Il s'est assis sur le porche avec un fusil sur les genoux, surveillant la route. Clara lui a apporté du café à minuit et l'a trouvé exactement là où elle l'avait laissé. Toujours alerte, l'obscurité comme s'il pouvait voir à travers. Vous devriez dormir, a-t-elle dit. J'ai déjà passé plus longtemps sans dormir. Ce n'est pas une bonne chose, Ethan. Il a levé les yeux vers elle. Le clair de lune a éclairé la cicatrice sur son visage. Et pour une fois, elle ne ressemblait pas à une blessure. Elle ressemblait à une preuve. La preuve qu'il avait traversé quelque chose et qu'il s'en était sorti. Quand ma femme était en vie, a-t-il dit doucement, je dormais comme une souche, 8 heures, sans bouger. Elle disait en plaisantant qu'un ours aurait pu traverser la cabane sans que je bronche. Il a fait une pause. Après l'accident du chariot, j'ai arrêté de dormir. Simplement arrêté. Comme si mon corps avait décidé qu'il ne se ferait plus jamais surprendre. Et maintenant, je m'assois sur des porches, je bois du café et je guette les ennuis. Il a presque souri. C'est une amélioration. Clara s'est assise à côté de lui. Pas tout près, mais plus près qu'elle ne l'aurait fait une semaine auparavant.
Mon mari s'asseyait exactement à cet endroit, ça a-t-elle dit. Tous les soirs, il disait qu'il surveillait le bétail, mais je pense qu'il aimait juste le calme. Homme intelligent. Il vous aurait apprécié. Ethan l'a regardé. Quelque chose a bougé dans ses yeux. De la douleur, de la gratitude, de la surprise, tout mélangé. J'en doute, a-t-il dit. Je suis assis sur son porche, à boire son café, à veiller sur sa femme. Vous veillez sur son ranch, a corrigé Clara. Il y a une différence. Vraiment. Ah, la question est restée en suspens entre eux comme de la fumée. Clara a senti son cœur battre dans sa gorge. Bonne nuit, Ethan, a-t-elle dit, et elle laisse rentrer. Elle ne cesse pas retourner. Car si elle s'était retournée, elle se serait peut-être rassise. Et si elle s'était assise, elle aurait peut-être dit quelque chose qui ne pouvait être repris. À 3 heures du matin, Clara a été réveillée par des cris. Elle est sortie du lit, un processus qui prenait plus de temps chaque jour avec le poids du bébé. Elle est arrivée à la fenêtre à temps pour voir la lueur des torches sur la crête nord. Ethan courait déjà. Clara a attrapé le fusil de son mari au-dessus de la cheminée et l'a suivi aussi vite que son corps le lui permettait. Au moment où elle a atteint la crête, elle a pu les voir. 3 cavaliers poussant le bétail vers une brèche dans la clôture. La clôture temporaire qu'Ethan avait construite était coupée net. Hé! Que? La voix d'Ethan a fendu l'obscurité comme un coup de tonnerre. Éloignez-vous de ce bétail. L'un des cavaliers s'est retourné. Il avait un bandana sur le visage et une corde à la main. Mêle-toi de tes affaires, vagabond. Ce sont mes affaires. Le cavalier a éperonné son cheval. Ethan n'a pas bougé. Il se tenait dans la brèche de la clôture cassée, tassé avec seulement ses poings et ses épaules. Et le cheval s'est cabré car les animaux savent quand un homme ne bougera pas. « Boy, quittez cette terre, a dit Ethan. Maintenant. Sinon quoi? Tu vas nous combattre toutes les 3. S'il le faut. Clara a levé le fusil. Le clic du chien a été le son le plus fort du monde. Il n'aura pas à le faire, a-t-elle dit. Les 3 cavaliers se sont immobilisés. Une femme enceinte avec un fusil et un cow-boy balafré qui n'a rien à perdre. C'était une combinaison que personne ne voulait tester. C'est Hale qui vous envoie, a dit Ethan. Ce n'était pas une question. Le chef des cavaliers n'a rien dit. Mais son silence disait tout. Dites-lui quelque chose pour moi, a dit Ethan. Dites-lui que le prochain homme qui touchera à cette clôture ne rentrera pas chez lui à cheval. Les cavaliers ont fait demi-tour et ont disparu dans l'obscurité. Clara a baissé le fusil. Ses bras tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine le tenir. Ethan s'est approché d'elle et lui a pris doucement l'arme des mains. « Ça va? »« Non, a-t-elle dit. Je suis furieuse. »« Ouah, bien! La fureur vaut mieux que la peur. » Clara a regardé la clôture coupée, le bétail dispersé qui errait dans le noir, les dégâts qui prendraient des jours à réparer. « Il ne va pas s'arrêter, a-t-elle dit. »« Non, a convenu Ethan. Il ne s'arrêtera pas. » Clara Whitmore se tenait sur la terre de son grand-père au milieu de la nuit, avec un bébé dans son ventre et une guerre à sa porte. Et elle a pris une décision qui s'est ancrée dans ses os comme du fer. Alors moi non plus. Clara est passée la matinée suivante à réparer ce que les hommes de Hale avaient détruit. Ethan a travaillé à ses côtés en silence, remettant des poteaux, retendant le fil de fer, rassemblant le bétail qui s'était dispersé dans le noir. 16 têtes manquaient. 16 animaux qui appartenaient à d'autres éleveurs qui avaient fait confiance à Clara. Tom Briggs est arrivé avant midi. Il avait entendu parler du raid par un bouvier qui avait vu la lueur des torches depuis la route sud. « C'est grave? » a-t-il demandé et en descendant de son cheval. « 16 têtes ont disparu, a dit Clara. Les vôtres sont toutes là. Ce sont les bêtes de Dawson et quelques-unes de McKinnon qui se sont enfuies par la brèche. Elles doivent être dans les bois maintenant. Ça pourrait prendre des jours pour les rassembler. » Je sais. Briggs a regardé la clôture coupée, les entailles nettes dans le fil de fer. Ce ne sont pas des voleurs de bétail. Les voleurs de bétail prennent le bétail. Oui, ces hommes voulaient juste le chaos. Victor Hale voulait le chaos, a dit Ethan de derrière la clôture. Il y a une différence. Briggs a enlevé son chapeau et s'est essuyé le front. Vous dites que c'est le banquier qui a fait ça? Je dis que 3 cavaliers masqués ont coupé une clôture au milieu de la nuit et n'ont pas pris un seul animal. Ce n'est pas du vol, c'est un message. Briggs a regardé Clara. C'est vrai. Hale s'en prend à vous? La mâchoire de Clara s'est crispée. Elle était fatiguée d'expliquer.
Fatigués de convaincre les gens que l'homme qui leur souriait à l'église le dimanche était le même qui envoyait des voyous à son ranch à 3 heures du matin. Tom, j'ai besoin de récupérer ces 16 têtes. Pouvez-vous m'aider à les trouver? Je partirai cet après-midi. Je connais ces montagnes. Si elles sont dans les bois, je les trouverai. Merci. Briggs est remonté à cheval puis a fait une pause. Madame Whitmore, mon grand-père a perdu son ranch à cause d'un banquier au Kansas il y a 40 ans. Le même genre d'affaire. L'homme souriait pendant qu'il volait. Il a ajusté son chapeau. Je ne laisserai pas ça se produire ici. Pas à vous. Il est parti vers le nord. Clara l'a regardé s'éloigner et quelque chose s'est brisé dans sa poitrine. Pas du chagrin cette fois, mais quelque chose de plus chaud. La prise de conscience qu'elle n'était pas seule. Les gens choisissaient de son camp, non pas parce qu'elle l'avait demandé, mais parce que c'était juste. C'est un homme bien, a dit Ethan. Cette vallée est pleine d'hommes bien. Ils ont juste peur de Hale. Les hommes qui ont peur peuvent vous surprendre. Donnez-leur une raison. Clara s'est tournée vers lui. C'est ce que vous faites. Donnez des raisons aux gens? Non, madame, c'est ce que vous faites. Moi, je ne fais que réparer des clôtures. Le mercredi, les 16 têtes étaient retrouvées. Briggs avait amené 2 autres éleveurs avec lui, des hommes que Clara connaissait à peine. Ils avaient ratissé les bois pendant 2 jours sans demander un sou. Quand ils ont ramené le bétail, l'homme de Mackinnon a serré la main de Clara et a dit quelque chose qui a fait faiblir ses genoux. « Nous sommes avec vous, Madame Whitmore. Quoi qu'il arrive. » Quoi qu'il arrive, ces mots sont restés dans la tête de Clara comme un battement de tambour. Le jeudi matin, le télégramme est arrivé. Martha Perkins était venue en personne, le papier jaune serré dans son poing comme une arme. « Mon neveu l'a trouvé », a-t-elle dit, à peine descendu de son cheval. Les registres d'arpentage datés de mars 1876. La compagnie de chemin de fer Montana Central a commandé une étude de tracé à travers cette vallée. 2 ans complets avant que Hale n'accorde le prêt à votre mari. Clara a pris le papier, ses mains tremblaient. « Il y a plus », a dit Martha. « Oui, le nom de Hale est sur la correspondance. Il a écrit à la compagnie de chemin de fer offrant de sécuriser l'accès aux droits de demeurage à travers la vallée. Il a spécifiquement mentionné votre parcelle par son nom. Ranch Whitmore, section nord, 640 acres. Avant le prêt, a chuchoté Clara. 14 mois avant le prêt, il a ciblé votre mari, Clara. Il a tout manigancé. Clara s'est assise sur la marche du porche. Le bébé a donné un grand coup, comme s'il sentait le cœur de sa mère s'emballer. C'est ça, a-t-elle dit. C'est la preuve. C'est la preuve de l'intention, a dit Ethan prudemment. Ça montre qu'il l'a planifié. Mais un juge voudra plus qu'un résumé télégraphique. Nous avons besoin des documents réels, des originaux. Mon neveu les envoie par la diligence de vendredi, a dit Martha. Ils seront à Wheeler's Crossing d'ici samedi. C'est 10 jours avant la date limite, a dit Clara. Pourrons-nous tenir 10 jours? A demandé Ethan. Personne n'en a répondu car la vérité était qu'aucun d'eux ne le savait. La réponse est venue le vendredi soir. Clara s'est réveillée à l'odeur de la fumée. Pas de la fumée de bois. Pas l'odeur réconfortante d'un feu de cheminée. C'était une odeur épaisse, âcre, chimique. L'odeur de quelque chose qui n'était pas censé brûler. Elle était sur pied avant d'être complètement réveillée, se déplaçant vers la fenêtre. La grange était en feu. « Ethan! » Elle a descendu les escaliers et est sortie en chemise de nuit, pieds nus sur la terre battue. Le mur sud de la grange était englouti, les flammes grimpant sur le bois sec comme des mains cherchant le ciel. À l'intérieur, les chevaux hurlaient. Ethan est arrivé en courant du coin de la maison. Il ne s'est pas arrêté. Il n'a pas hésité. Il a heurté la porte de la grange avec son épaule, elle s'est ouverte en grand et il a disparu dans la fumée. « Ethan, non! » Claire a couru vers la pompe à eau. Ses mains actionnaient la poignée, son ventre pressé contre le métal, le bébé protestant à chaque mouvement violent. L'eau sortait en un mince filet. Trop lent, trop peu. Elle a rempli un seau et l'a jeté à la base du feu. Ce n'était rien. Une tasse de thé contre un océan. Les chevaux sont sortis les premiers. Ethan les menait par leur licol, 2 pas 2. Son visage était noir de suie, ses yeux larmoyants. Il les a poussés vers le corral et est retourné à l'intérieur. « Ne retourne pas là-dedans !» a crié Clara. Il est retourné à l'intérieur. Le fourrage était stocké le long du mur sud.
2 mois de foin et de grains que Clara ne pouvait pas se permettre de remplacer. Ethan a traîné des balles à main nue, les jetant loin des flammes. Sa chemise a pris feu. Il l'a arrachée sans s'arrêter et a continué à tirer. Tom Briggs est apparu de nulle part. Il dormait dans l'abri sur la crête et avait vu la lueur. Il a attrapé un seau et a commencé une chaîne, pompant de l'eau et la passant à Clara, qui la jetait sur les flammes. « Le mur sud est perdu !» a crié Briggs. « Il faut le laisser brûler et sauver le reste !» Ethan est sorti de la grange en toussant, traînant le reste du harnachement et des selles. Ses bras étaient brûlés, sa poitrine était à vif. Il s'est effondré à genoux dans la poussière et ne pouvait s'arrêter de tousser. Clara s'est laissé tomber à côté de lui. « Laisse-moi voir tes mains. » Ses paumes étaient couvertes d'ampoules, la peau se décollant en lambeaux blancs. Il a essayé de fermer les poings et n'a pas pu. « Ce n'est rien, » a-t-il dit entre deux quinze de tout. « Arrête de dire ça. Arrête de dire que tout n'est rien. » La voix de Clara s'est brisée. « Tu es entré 2 fois dans une grange en feu. Les chevaux étaient dedans. Tu aurais pu mourir. » Il l'a regardé. De la suie sur le visage, des brûlures aux mains, de la fumée dans les poumons. Et dans ses yeux, quelque chose de féroce, de tendre et d'absolu. « Non, je n'aurais pas pu, » a-t-il dit. « Pas encore, j'ai des choses à faire. » Ils ont sauvé la grange de justesse. Le mur sud était parti et le toit s'affaissait là où les supports avaient brûlé, mais la structure tenait. La plupart du fourrage était sauvé. Les chevaux étaient indemnes. Les mains d'Ethan étaient en mauvais état, mais il pouvait bouger ses doigts. Il était sorti que c'était suffisant. À l'aube, Briggs a trouvé la preuve. Un chiffon imbibé de kérosène coincé sous le mur sud. Incendie criminel, délibéré, indubitable, a-t-il dit en brandissant le chiffon. Clara le lui a pris. L'odeur de kérosène était écrasante. « Je veux que tout le monde dans cette vallée voie ça, » a-t-elle dit. Chaque éleveur, chaque fermier, chaque personne qui fait des affaires avec Victor Hale. Je veux qu'il voie ce qu'il fait à une femme enceinte qui ne veut pas vendre sa terre. Clara, a dit Ethan doucement. Non, j'en ai fini d'être prudente. J'en ai fini d'être poli. Il a brûlé ma grange. Il a envoyé des hommes couper mes clôtures. Il a tué mon mari avec un prêt qu'il n'a jamais eu l'intention de se faire rembourser. Et j'en ai assez. Elle a regardé Ethan, Briggs et Martha qui étaient arrivés au lever du jour. Et elle a parlé d'une voix qui venait de quelque part de profond, du roc sous la maison de son grand-père, des racines des pins sur la crête, de l'endroit où la patience d'une femme finit par s'épuiser. Nous allons en ville, tous, et nous allons montrer à cette vallée qui est vraiment Victor Hale. Le samedi matin, Clara Whitmore est entrée dans Wheeler's Crossing avec une armée. Pas une grande armée. Tom Briggs, Martha Perkins, 2 bouviers de McKinnon, le vieux Pete Sutter, qui possédait la forge et n'avait pas dit un mot à personne depuis 6 mois. Et Ethan Calloway, chevauchant à ses côtés avec des mains bandées et un visage de granit. Ils se sont arrêtés devant la première banque nationale. C'était jour de marché. La rue était bondée. Tous les yeux de Wheeler's Crossing se sont tournés vers la veuve enceinte sur son cheval. Et le silence qui est tombé était si lourd qu'on aurait pu construire une maison dessus. Clara est descendue de sa jument. Ethan s'est avancé pour l'aider, mais elle a secoué la tête. Elle l'a fait d'elle-même, lentement, lourdement, sous le regard de toute la ville. Elle a marché jusqu'au centre de la rue et a brandi le chiffon imbibé de kérosène. « Ceci a été trouvé sous le mur de ma grange la nuit dernière, » a-t-elle dit. Sa voix portait. Elle n'avait jamais parlé à une foule auparavant, mais elle a parlé maintenant comme si elle l'avait fait toute sa vie. Quelqu'un a mis le feu à ma propriété. Quelqu'un a essayé de détruire mes moyens de subsistance. Et tout le monde dans cette rue sait qui. Des murmures ont parcouru la foule comme le vent dans l'herbe. Victor Hale est sorti de la banque. Son visage était calme, composé, contrôlé. Mais Clara a vu sa mâchoire se contracter. « Madame Whitmore, ce n'est guère l'endroit. » C'est exactement l'endroit. Clara a fait un pas vers lui. « Vous avez prêté 20 000 $ à mon mari en avril 1877. Mais 14 mois avant cela, en février 1876, vous avez écrit à la compagnie de chemin de fer Montana Central. Vous proposiez de sécuriser le droit de passage à travers cette vallée. À travers mes terres, vous avez planifié le prêt avant même de le proposer. Vous avez manigancé la dette de mon mari parce que vous vouliez ce qu'il y a sous ma terre.
La foule est devenue complètement silencieuse. Le visage de Hale n'a pas changé, mais ses mains se sont crispées en poing à ses côtés. C'est une accusation grave. C'est la vérité. Et j'ai les documents pour le prouver. Les registres d'arpentage, la correspondance, votre nom, votre signature déposée au cadastre à Helena. Vous n'avez rien, a dit Hale, et sa voix est devenue basse. Vous avez des rumeurs du neveu d'une vendeuse. J'ai les originaux qui arrivent par la diligence d'aujourd'hui. Ça l'a touché. Clara a vu le micro tressaillement, le calcul rapide, le masque qui glisse un battement de cœur. C'est de la diffamation, a dit Hale, et je répondrai en conséquence. Allez-y, répondez. Poursuivez-moi en justice. Laissez un juge voir ce que vous avez fait. Laissez les investisseurs du chemin de fer voir avec quel genre d'homme ils s'associent. Un homme qui brûle des granges et envoie des cavaliers dans la nuit. Vous ne pouvez pas prouver que j'ai fait quoi que ce soit de tout ça. Je n'ai pas à le prouver à un jury, Monsieur Hale. Je dois juste le prouver à cette ville. Elle s'est tournée vers la foule, des visages qu'elle connaissait depuis toujours, des visages qui avaient détourné le regard quand elle avait eu besoin d'aide, des visages qui devaient de l'argent à Hale, qui craignaient le pouvoir de Hale, qui dépendaient de la banque de Hale. À combien d'entre vous a-t-il fait ça? A dit Clara. Combien d'entre vous ont contracté des prêts avec des conditions que vous ne pouviez pas respecter? Combien d'entre vous ont perdu des terres, du bétail, des années de votre vie à payer des intérêts sur de l'argent conçu pour vous piéger? Silence, un long, terrible silence. Puis le vieux Pete Sutter s'est avancé. Pete, qui n'avait pas parlé en public depuis la mort de sa femme. Pete, qui devait 3 000 $ à Hale pour sa forge. Pete, que tout le monde avait considéré comme brisé. Il me l'a fait à moi, a dit Pete. Sa voix était rouillée, comme une porte qui n'avait pas été ouverte depuis des années. Même affaire, même condition. J'ai demandé 1000. Il a insisté pour 3. Il a dit que je devais investir dans la croissance. Ça fait 4 ans que je paye des intérêts sur ce prêt et le capital n'a pas diminué d'1 centime. Une autre voix, Sarah Linden, qui tenait la pension. Il me l'a fait à moi aussi. Il a doublé le montant de mon prêt. Il a dit que c'était la norme. Puis Carl Weber du magasin de fourrage. Et puis les frères Dawson. Puis une femme que Clara ne connaissait même pas, du sud de la vallée. Elle a dit que Hale avait saisi la ferme de son père et l'avait vendue à un syndicat de bétail pour 10 fois la valeur du prêt. Un par un, ils se sont avancés. Et Victor Hale se tenait sur les marches de sa banque et regardait son empire se fissurer. Cela ne change rien, a-t-il dit, mais sa voix avait perdu sa douceur. Madame Whitmore doit toujours 20 000 $. La date limitée est maintenue et aucune mise en scène de rue. La date limite est maintenue si le prêt est légitime, a dit Ethan. Il s'est avancé et la foule s'est écartée pour lui sans réfléchir. Il y avait quelque chose dans sa façon de bouger, délibérée, sans hâte, certaine, qui faisait que les gens s'écartaient. « Et qui êtes-vous? » a dit Hale. « Le cowboy à 50 $? Je suis l'homme qui a sorti les chevaux de la grange que vous avez incendiée. Et je suis l'homme qui s'assurera que chaque document de ce cadastre parvienne à un juge. Pas votre juge, le juge du circuit fédéral à Helena. » Le sang-froid de Hale s'est brisé. Pendant une seconde brute et sans défense, Clara a vu le vrai homme en dessous. Pas un banquier, pas un homme d'affaires. Un prédateur dont le camouflage avait été arraché. « Vous faites une erreur, a dit Hale. « Non, monsieur, a dit Ethan. C'est vous qui avez fait l'erreur il y a 3 ans, quand vous avez décidé que la terre d'une veuve était à vous. La diligence est arrivée à midi. Le neveu de Martha était venu en personne, assis à côté du cocher, avec une sacoche en cuir enchaînée à son poignet. Il est descendu, a regardé la foule et a marché droit vers Clara. « Madame Whitmore, je suis Daniel Perkins. J'ai vos documents. » Il a ouvert la sacoche. À l'intérieur se trouvaient les cartes d'arpentage originales, la correspondance du chemin de fer et 3 lettres portant la signature de Victor Hale. Des lettres qui exposaient de sa propre main son plan pour acquérir des terres dans la vallée par des prêts stratégiques. Clara a brandi les lettres. Ses mains ne tremblaient pas. Plus maintenant. C'est fini, Monsieur Hale. Hale a regardé les lettres, la foule, les visages des gens qu'il avait contrôlés pendant des années. Maintenant, il le regardait avec quelque chose de nouveau dans les yeux. Pas de la peur, de la reconnaissance. Il s'est retourné et est rentré dans sa banque. La porte s'est fermée
Clara a expiré un souffle qu'elle retenait depuis 5 mois. Puis la douleur a frappé. Elle a commencé bas, une contraction dans son ventre qu'elle avait déjà ressentie. Des contractions d'entraînement, avait dit le docteur. Mais c'était différent. C'était vif, insistant, et ça ne lâchait pas. Clara, Ethan était à ses côtés instantanément. Qu'est-ce qu'il y a? Le bébé. Vass a-t-elle dit. C'est trop tôt. C'est 3 semaines trop tôt. Il nous faut le docteur, a dit Martha. Le docteur Wheeler est à Helena, a crié quelqu'un dans la foule. Il ne sera pas de retour avant mardi. Clara a attrapé le bras d'Ethan. Une autre contraction plus forte a frappé et ses genoux ont fléchi. Ethan l'a rattrapée. Il l'a soulevée comme si elle ne pesait rien, malgré ses mains brûlées, et l'a portée vers le chariot de Martha. Madame Perkins, où est le lit le plus proche? Chez moi, au-dessus du magasin. Allez-y. Ethan a porté Clara à travers la foule et monté les escaliers derrière le magasin général et l'a déposée dans la chambre d'amis de Martha. Il l'a allongée et s'est agenouillé à côté du lit. Clara a serré sa main bandée si fort qu'il a tressailli. « N'ose pas partir, a-t-elle dit. Je ne vais nulle part. Promets-le-moi. Clara, je te le promets, je suis là. Martha est entrée avec de l'eau chaude et des serviettes propres. Elle a regardé Clara, a regardé Ethan et a pris une décision. « Vous avez déjà accouché un bébé? » lui a-t-elle demandé. Une fois, dans une tempête de neige dans les Rocheuses, la femme d'un trappeur. Ça s'est bien passé? La mère et le bébé ont survécu. Ça me suffit. Lavez-vous les mains soigneusement. Clara a crié. Le son a déchiré la pièce. La poitrine d'Ethan et tous les murs qu'il avait construits autour de son cœur en 3 ans. 3 ans à fuir exactement ça. Être nécessaire, être présent, être celui qui ne pouvait pas partir. C'est trop rapide, a dit Martha. Ce bébé arrive maintenant. C'est trop tôt. Le bébé ne se soucie pas du calendrier. Clara, pousse quand je te le dis. Clara a poussé. Elle a crié et poussé et a serré la main d'Ethan jusqu'à ce que ses brûlures se rouvrent et que le sang sointe à travers les bandages. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bronché. Il est resté. Encore, a dit Martha. Clara a poussé à nouveau. Ethan s'est penché près de son oreille. Vous m'avez écouté une fois, a-t-il dit doucement. Quand je vous ai dit que la colère était un carburant. Maintenant, écoutez encore. Vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais connue. Plus forte que n'importe quel soldat, n'importe quel éclaireur, n'importe quel montagnard. Vous vous êtes tenu dans cette rue aujourd'hui et vous avez abattu un homme qui terrorisait cette vallée depuis des années. Vous pouvez le faire. Vous pouvez tout faire. Clara a laissé échapper un son qui était à moitié sanglot, à moitié cri de guerre. Elle a poussé une dernière fois. Le bébé a pleuré. Martha a soulevé l'enfant, le visage rouge, furieux, vivant, et l'a placé sur la poitrine de Clara. « Hush, un garçon, a dit Martha, et sa voix s'est brisée. Un garçon en bonne santé. Clara a baissé les yeux sur son fils. Il était si petit, si en colère, si absolument défiant la vie. Thomas, a-t-elle chuchoté. Il s'appelle Thomas. Ethan s'est levé. Il s'est reculé du lit. Ses mains saignaient. Ses yeux étaient humides. Et il tremblait. Le genre de tremblement qui ne vient pas du froid ou de la peur, mais de la rupture de quelque chose qui a été verrouillé trop fort, trop longtemps. Il s'est tourné vers la porte. « Ethan, a dit Clara. » Il s'est arrêté. « Viens ici. » Il s'est retourné. Clara tenait le bébé d'un bras et tendait l'autre vers lui. « Viens ici, a-t-elle répété. Plus doucement. Then Calloway a traversé la pièce. Il s'est agenouillé à côté du lit. Clara a pris sa main ensanglantée et l'a posée sur le dos du bébé. Thomas a cessé de pleurer. Juste comme ça. Un petit humain furieux, réduit au silence par le contact d'un homme qui avait oublié qu'il savait être doux. « Il est resté, a dit Clara. Je suis resté. »« Pourquoi? » Ethan l'a regardé, a regardé le bébé, sa propre main brûlée et saignante, reposant sur une vie si nouvelle qu'elle sentait encore le début du monde. « Parce que vous me l'avez demandé, a-t-il dit. Et dans cette pièce, au-dessus d'un magasin général à Wheeler's Crossing, dans le Montana, avec les bruits de la foule qui bourdonnaient encore en bas, et la chaleur de l'été qui pressait à travers les fenêtres, et une guerre encore inachevée dehors, quelque chose a commencé.
Quelque chose qu'aucun d'eux n'avait encore le courage de nommer. Mais c'était là, aussi réel que l'enfant entre eux, aussi réel que la terre pour laquelle ils se battaient, aussi réel que le fait que certaines choses, une fois brisées, guérissent plus fortes qu'avant. 3 jours après la naissance de Thomas, Clara est rentrée chez elle. Martha l'avait supplié de rester une semaine de plus. Le docteur Wheeler, enfin revenu de Helena, l'avait examinée, elle et le bébé, et avait dit qu'elle avait besoin de repos. Même le vieux Pete Sutter était monté avec un hochet en bois qu'il avait sculpté dans un morceau de noyer. Il le lui avait tendu dans ses mains rugueuses et avait marmonné quelque chose sur les bébés qui ont besoin de la force de leur mère. Clara les a tous remerciés. Puis elle a enveloppé Thomas dans une couverture de laine et monté dans le chariot de Martha et a dit à Ethan de conduire. « Tu es la femme la plus têtue du Montana », a dit Ethan alors qu'il quittait la ville. Dans le top 3, peut-être. Thomas a dormi contre sa poitrine pendant tout le trajet. 6 miles de route défoncée et l'enfant n'a pas fait un bruit. Clara le tenait d'un bras et s'agrippait aux rails du chariot de l'autre. Chaque secousse envoyait une décharge dans son corps qui lui rappelait qu'elle avait accouché 72 heures plus tôt sur un matelas au-dessus d'un magasin général. Elle s'en fichait. Elle avait besoin d'être chez elle. Elle avait besoin de se tenir sur sa propre terre, de la sentir sous ses pieds et de savoir qu'elle était toujours à elle. Quand ils sont arrivés au ranch, Clara a d'abord vu la grange. Briggs et les hommes de McKinnon avaient travaillé pendant son absence. Le mur sud était encadré de bois frais. Pas fini, mais debout. De nouveaux poteaux, de nouvelles poutres, le squelette de quelque chose qui revenait à la vie. « Ils ont fait ça », a dit Clara. « Ils sont arrivés lundi matin », a dit Ethan. « Ils n'ont pas demandé, ils ont juste commencé à travailler. » Clara a pressé son visage contre la tête de Thomas et a respiré son odeur chaude, douce et lactée. Elle ne pleurerait pas. Elle ne pleurerait absolument pas. Elle a pleuré. Ethan a fait semblant de ne pas remarquer. Il est descendu du chariot, est venu de son côté et a tendu les bras. Clara lui a donné le bébé. Elle a regardé Ethan Calloway, balafré, brûlé, meurtri, tenir son fils nouveau-né avec une douceur qui lui a fait mal à la poitrine. « Fais attention à sa tête », a-t-elle dit. « Je sais. » Soutiens son cou. « Clara, je sais. » Elle l'a regardé, tenant son enfant, et quelque chose a changé en elle, quelque chose d'irréversible. Une porte qui s'ouvre, un mur qui tombe, le genre de changement qui se produit tranquillement, sans permission, et qui ne peut être défait. « Allons à l'intérieur », a-t-elle dit. Le lendemain matin, le marshal fédéral est arrivé. Clara allaitait Thomas sur le porche quand le cavalier est arrivé sur la route. C'était un homme mince sur un cheval du gouvernement, portant un insigne qui captait la lumière du matin. Il est descendu à la barrière et a enlevé son chapeau. « Madame Clara Whitmore, c'est moi. Je suis le marshal américain James Dunning, d'Helena. J'ai été envoyé par le juge Carver de la Cour de circuit fédérale pour enquêter sur des allégations de fraude foncière et de prêt prédateur à Wheeler's Crossing. » Le cœur de Clara battait la chamade. Elle a gardé sa voix calme. Qui a déposé les allégations? Un certain Monsieur Daniel Perkins a soumis des documents à la Cour samedi dernier. Des registres d'arpentage ou de la correspondance du chemin de fer et plusieurs lettres portant la signature d'un certain Victor Hale. Dunning a fait une pause. « Madame, je dois vous parler des détails. Et je devrais aussi parler à Monsieur Hale. Il est en ville, à sa banque. Oui, madame, mais je voulais commencer par vous, si vous le voulez bien. » Clara a ajusté Thomas contre son épaule. « Marshal Dunning, ça fait 5 mois que j'attends que quelqu'un me pose cette question. Veuillez vous asseoir. » Mais elle lui a tout raconté. Le prêt, les conditions impossibles, la mort de James, la date limite, les clôtures coupées, l'incendie, les cavaliers de minuit. Dunning a pris des notes dans un petit carnet en cuir, son visage impassible. Quand elle a fini, il a fermé le carnet. « Madame Whitmore, je veux être direct avec vous. Les documents fournis par M. Perkins sont convaincants. S'ils tiennent la route, et je crois que ce sera le cas, le juge Carver a le pouvoir d'émettre une injonction. Moi, je gèlerai la créance de M. Hale sur votre propriété en attendant une enquête complète. » « Une injonction ?» a répété Clara. « Ça veut dire… » « Ça veut dire que la date limite s'arrête, pas de saisie pendant que la Cour examine l'affaire. » Clara a fermé les yeux. Thomas a fait un petit bruit contre son cou
et elle l'a serré plus fort. Combien de temps prendrait l'enquête? Des mois peut-être. Mais pendant ce temps, votre terre est protégée. Hale ne peut pas y toucher. Et les autres habitants de cette vallée? Pete Sutter, Sarah Linden, tous ceux à qui il a fait ça? Dunning l'a regardé attentivement. Madame, pour l'instant, mon mandat couvre votre cas. Mais si d'autres citoyens se manifestent avec des plaintes similaires, la portée de l'enquête s'élargira. Ils se manifesteront, a dit Clara. Je m'en assurerai. Dunning est parti en ville cet après-midi-là. Clara l'a regardé s'éloigner, puis s'est tournée vers Ethan. Il s'était tenu près du corral tout le temps, assez près pour tout entendre, assez loin pour la laisser gérer. Ça marche, a-t-elle dit. Ne criez pas victoire trop tôt. Je ne crie pas victoire, je respire. Il y a une différence. Ethan a presque souri. Vous n'arrêtez pas de dire ça, parce que ça n'arrête pas d'être vrai. La nouvelle de l'arrivée du Marshal a frappé Wheeler's Crossing comme un coup de tonnerre. À la fin de la journée, la moitié de la ville était au courant. Le lendemain matin, tout le monde le savait, et la réaction a divisé la vallée en deux. Certains étaient soulagés, ceux qui étaient sous le joug de Hale depuis des années, payant des intérêts qui ne diminuaient jamais, regardant leurs terres s'envoler acre par acre. Ils sont venus au ranch de Clara, un par un, deux par deux, chapeau à la main, la voix basse. Ils ont raconté leurs histoires, ils ont signé des déclarations. Ils se sont tenus dans la cuisine de Clara, ont bu du café et se sont regardés comme des gens qui se réveillent d'un long cauchemar. D'autres étaient en colère. Pas contre Hale, contre Clara. Les gens qui dépendaient de la banque pour le crédit, pour les prêts commerciaux, pour la mécanique du commerce quotidien. Si Hale tombait, qui prêterait? Qui ferait tourner l'économie? Une veuve enceinte et son cowboy à 50 $ menaçaient la seule institution financière à 50 miles à la ronde. Et tout le monde ne trouvait pas ça héroïque. Clara sentait la division chaque fois qu'elle allait en ville. Des regards froids au magasin de fourrage, des conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand elle entrait, un mot laissé sur le siège de son chariot qui disait « Rentre chez toi, la veuve », en grosses lettres maladroites. Elle a montré le mot à Ethan. « Ça n'a pas d'importance », a-t-il dit. « Pour moi, si. » Pourquoi? Parce que j'ai grandi ici. Ce sont mes gens. Ma mère est enterrée sur cette colline. Mon grand-père a construit l'église où il prie tous les dimanches. Et il me traite comme si j'étais la criminelle. Vous n'êtes pas la criminelle. Vous êtes celle qui a parlé. Ça effraie les gens plus que tout ce que Hale a jamais fait. Pourquoi? Parce que Hale a volé leur argent. Vous leur demandez d'admettre qu'ils l'ont laissé faire. Clara s'est assise à la table de la cuisine. Thomas dormait dans le berceau qu'Ethan avait construit. Construit avec ses mains brûlées, avec des chutes de bois, sans qu'on le lui demande. Elle a regardé son fils et a senti le poids de tout ce qui pesait sur elle. « Je suis fatigué, Ethan. Je sais. Pas seulement fatigué physiquement, fatigué dans l'âme. Je suis fatigué de me battre contre un homme qui a plus d'argent, plus de pouvoir et plus d'amis que je n'en aurai jamais. Je suis fatigué d'être courageuse. Je suis fatigué que les gens me regardent comme si j'étais soit une sainte, soit une folle. Et je ne sais pas ce qui est pire. » Ethan s'est assis en face d'elle. Il a posé ses mains bandées sur la table, paume vers le haut. « Vous savez ce que ma femme disait? » Clara l'a regardé. Il mentionnait rarement sa femme. Les mots sont sortis prudemment, comme des pierres posées une par une pour traverser une rivière. Elle disait que la fatigue n'est pas le contraire de la force. La fatigue, c'est ce que la force ressent de l'intérieur. La gorge de Clara s'est nouée. Elle a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la sienne. Doucement, à cause des brûlures, mais fermement, à cause de tout le reste. « Parle-moi d'elle, » a dit Clara. Ethan est resté silencieux un long moment. Assez longtemps pour que Clara pense qu'il avait changé d'avis. « Elle s'appelait Ruth, » a-t-il dit finalement. Elle avait les cheveux roux et un rire qui pouvait remplir un canyon. Elle était bien plus intelligente que moi. Et elle ne me laissait jamais l'oublier. Une pause. Notre fille s'appelait Sarah. Elle avait 4 ans. Elle avait les cheveux de Ruth et mon entêtement. Et elle me suivait partout comme une ombre, posant des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Quel genre de questions? Où va le vent quand il s'arrête? Pourquoi les oiseaux volent-ils vers le sud? Si tu aimes quelqu'un et qu'il meurt, est-ce que tu arrêtes de l'aimer ou est-ce que l'amour va juste ailleurs? Les yeux de Clara ont brûlé.
Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que l'amour va ailleurs. Je ne savais pas où. Je savais juste qu'il ne disparaissait pas. Sa voix s'est brisée à peine, comme une faille sismique souterraine. Je me suis trompé sur beaucoup de ces choses, mais je pense que j'avais raison sur ce point. Thomas a bougé dans son berceau, un petit son, mi-soupir, mi-protestation. Bianca a regardé le bébé et Clara a vu quelque chose sur son visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas du chagrin, pas de la perte, mais la chose qui vient après. La terrible belle volonté de ressentir à nouveau. Ethan. Oui, je suis contente que tu m'aies choisi à cette vente aux enchères. Il l'a regardé. Je suis content que vous ayez levé la main. Le Marshal Dunning est revenu 2 jours plus tard avec des nouvelles qui ont tout changé. Il s'est assis à la table de la cuisine de Clara, son chapeau sur les genoux, le visage d'un homme qui rend un verdict. Le juge Carver a émis l'injonction, a-t-il dit. Toutes les procédures de saisie contre votre propriété sont suspendues avec effet immédiat. Hale a reçu l'ordre de produire ses registres financiers pour examen. Clara s'est agrippée au bord de la table. Tous? Tous. Chaque prêt, chaque transaction, pour chaque correspondance liée à l'acquisition de terres dans cette vallée au cours des 5 dernières années. Il va se battre. Il le fait déjà. Son avocat a déposé une objection ce matin, mais le juge Carver l'a rejetée. Les preuves sont trop solides. Dunning a fait une pause. Il y a autre chose, Madame Whitmore. Quoi? Le chemin de fer s'est retiré. Clara l'a dévisagé. Que voulez-vous dire, retiré? Au somme, Montana Central a retiré sa proposition pour la ligne secondaire à travers cette vallée à compter d'hier. Ils ont publié une déclaration citant des complications avec l'acquisition de terres. Les investisseurs étaient nerveux à cause des allégations de fraude. Ils ne veulent pas que leur nom soit associé à un scandale. Clara s'est adossée à sa chaise. L'air a quitté ses poumons comme si on l'avait frappée. C'est fini, a-t-elle chuchoté. L'affaire du chemin de fer est terminée. Voilà, l'enquête sur Hale ne fait que commencer. Mais en ce qui concerne votre terre, oui, Amy, la menace immédiate est écartée. Pas de saisie, pas de chemin de fer. Votre ranch est à vous. Clara a mis ses mains sur son visage. Elle n'a pas pleuré. Elle avait dépassé les larmes. Elle est juste restée là, à respirer, et a laissé la vérité s'installer dans ses os. Sa terre était à elle. La maison de son grand-père, la tombe de sa mère sur la colline, le ruisseau, la crête, les pâturages où son bétail paissait. À elle. Dunning est parti. Clara est sortie et a trouvé Ethan près du corral, réparant d'une bride avec ses mains à moitié guéries. Elle s'est tenue devant lui. Il a levé les yeux et il a su avant qu'elle ne dise un mot. C'est fini, a-t-il dit. C'est fini. Il a hoché lentement la tête, a posé la bride, s'est levé. Alors je devrais probablement partir. Les mots ont frappé Clara comme un coup physique. Elle a même reculé. Quoi? Vous m'avez engagé pour aider à sauver votre ranch. Le ranch est sauvé. La dette est gelée. Hale est fini. Vous n'avez plus besoin de moi. Ethan, j'allais toujours partir, Clara. C'était le marché. 50 $ pour du travail. Le travail est fait. Clara a senti quelque chose de chaud et de vif monter dans sa poitrine. Pas de la colère, pas de la tristesse, quelque chose de plus grand que les deux. N'ose pas, a-t-elle dit. Et ça n'ose pas te tenir là et prétendre que c'était une transaction. C'était une transaction. Vous avez acheté mon travail à une vente aux enchères. J'ai acheté ton temps. Ce qui s'est passé après était un choix. Ton choix. Chaque clôture que tu as réparée. Chaque nuit que tu as passée sur ce porche. Chaque instant que tu as passé dans cette grange à sortir des chevaux d'un incendie dont tu aurais pu t'éloigner. C'était des choix. Clara, puis tu m'as tenu la main pendant que j'accouchais de mon fils. Tu m'as parlé de ta femme et de ta fille. Tu as construit un berceau pour un bébé qui n'est pas le tien. Et maintenant, tu vas te tenir là et appeler ça une transaction? La mâchoire d'Ethan était serrée. Ses mains brûlées, brisées, magnifiques, étaient crispées à ses côtés. Je ne peux pas rester, a-t-il dit. Pourquoi? Parce que si je reste, je vais... Il s'est arrêté, s'est détourné. Ses épaules étaient rigides, tout son corps verrouillé contre quelque chose qui essayait de se libérer. « Tu vas quoi? » a insisté Clara. « Dis-le. Je vais t'aimer. » Les mots sont sortis rauques, déchirés,
comme s'il les avait arrachés de quelque part au plus profond de sa poitrine. Je vais t'aimer, toi et ce bébé et cette terre. Et je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas refaire ça. J'ai tout perdu une fois et ça m'a presque tué. Et j'ai juré que je ne me mettrais plus jamais dans une position où je pourrais tout perdre à nouveau. Clara s'est approchée de lui. Elle s'est arrêtée juste derrière lui, assez près pour le toucher. Ethan Calloway. Calloway, retourne-toi. Il n'a pas bougé. Retourne-toi et regarde-moi. Il s'est retourné. Ses yeux étaient rouges. Sa cicatrice ressortait blanche sur sa peau rougie. Clara a levé la main et a retiré son alliance de sa main gauche. Ethan l'a regardé faire. Son souffle s'est coupé. James Whitmore était l'amour de ma vie, a dit Clara. Il m'a donné cette bague un matin de printemps où les fleurs sauvages étaient si denses qu'on ne voyait pas ce sol. Il m'a donné ce ranch et cette vie et cet enfant qui grandissait en moi. Et je l'aimerai jusqu'au jour de ma mort. Elle tenait la bague dans sa paume, en or usé par des années de travail, de temps et d'amour. Mais James est parti et je suis toujours là, et toi aussi. Elle a refermé ses doigts sur la bague. T'aimer ne veut pas dire que j'arrête de l'aimer. Ça veut dire que je suis toujours en vie. Ça veut dire que je crois encore que les choses brisées peuvent guérir. Et je ne vais pas te laisser quitter ce ranch parce que tu as peur de ce qui se passera si tu restes. Ethan la dévisageait. La guerre en lui était écrite sur son visage. La peur contre l'espoir, le chagrin contre la possibilité. Le passé le tirant en arrière et le présent le retenant ici. Je ne mérite pas ça, a-t-il dit. Personne ne mérite rien, Ethan. On se présente, on fait de notre mieux et on espère que c'est suffisant. Et si ça ne l'est pas, alors on essaye encore demain. Thomas a pleuré de l'intérieur de la maison. Ce petit son, urgent, indubitable d'un nouveau-né exigeant que le monde lui prête attention. Clara a étendu la main. « Reste », a-t-elle dit. « Pas parce que je t'ai acheté, pas parce que tu me dois quelque chose. Reste parce que tu le veux. Des restes parce que ce bébé là-dedans a cessé de pleurer la première fois que tu l'as touché. Reste parce que ce ranch a besoin de toi et que cette vallée a besoin de toi ici. Et moi, elle s'est arrêtée, a dégluti difficilement. J'ai besoin de toi, a-t-elle dit, et je ne suis pas trop fier pour le dire. Ethan a regardé sa main, la bague qu'elle avait enlevée, la maison où un bébé pleurait. Un berceau qu'il avait construit de ses propres mains brûlées se balançait dans la brise de la fenêtre ouverte. Il a pris sa main, pas comme il l'avait prise à la vente aux enchères, rude, prudente et temporaire. Il l'a prise comme un homme qui tend la main vers quelque chose qu'il avait renoncé à avoir un jour. Comme un homme qui sort de l'obscurité pour entrer dans la lumière et qui décide, pour une fois, de ne pas regarder en arrière. « D'accord, a-t-il dit. Je reste. » Clara a expiré un souffle. Il a tremblé en sortant, mais il est sorti entier. « Bien, a-t-elle dit, parce que la clôture nord a encore besoin d'être réparée et je ne vais pas payer quelqu'un d'autre 50 $. Ethan a ri. C'était un vrai rire. Court, surpris, craquant comme la glace qui se brise sur une rivière au printemps. Clara ne l'avait jamais entendu rire auparavant. C'était le plus beau son qu'elle ait jamais entendu. Ils ont marché vers la maison ensemble. Et sans se toucher, sauf par leurs mains, sans parler, sauf par le silence entre eux, qui en disait plus que les mots ne le pourraient jamais. Thomas pleurait toujours. Ethan a lâché la main de Clara, s'est approché du berceau et a pris le bébé. Thomas s'est calmé immédiatement, comme s'il avait attendu exactement ça. « Il t'aime bien », a dit Clara depuis l'embrasure de la porte. « Il a un mauvais jugement. Il tient ça de moi. » Ethan l'a regardé par-dessus la tête du bébé. Et pour la première fois depuis qu'un chariot avait basculé d'une montagne et emporté tout ce qu'il aimait, Ethan Calloway a souri. Pas un presque sourire, pas un fantôme de sourire, pas le tic prudent et gardé d'un homme qui a peur de ressentir. Un vrai sourire, le genre qui commence dans les yeux, descend et change un visage si complètement que c'est presque comme voir une nouvelle personne. Clara a souri en retour. Et quelque part dans l'espace entre eux, et entre le bébé qui pleure et les mains qui guérissent, et la bague dans la poche de Clara et la cicatrice sur le visage d'Ethan, quelque chose s'est mis en place. Calme, solide, vrai. Pas la fin de quoi que ce soit. Le début de tout ce en quoi ils avaient tous deux cessé de croire. 2 semaines après l'injonction, Victor Hale a disparu.
Personne ne l'a vu partir. La banque a ouvert un mardi matin et il n'était pas là. Son bureau était vidé. Bureau vide, coffre-fort ouvert, papier parti. Sa maison sur la colline au-dessus de la ville était fermée à clé. Les rideaux tirés, la calèche manquait dans la grange. Le Marshal Dunning l'a appris avant tout le monde. Il est venu au ranch de Clara cet après-midi-là avec le visage d'un homme qui a avalé quelque chose d'amer. Il s'est enfui, a dit Dunning depuis son cheval, quelque part pendant la nuit. Il a pris ce qu'il pouvait porter et a laissé le reste. Clara se tenait sur le porche, tenant Thomas. Le bébé avait 2 semaines et était déjà plus grand. Ses poings se serraient dans l'air comme s'il essayait de s'agripper au monde. « Où » a-t-elle demandé. « Probablement vers le sud. Denver peut-être, ou plus loin. Il a des relations à San Francisco. »« Le trouverez-vous » ? J'ai télégraphié à tous les bureaux de Marshall entre ici et la Californie. S'il refait surface, nous le saurons. Dunning a fait une pause. Mais je veux être honnête avec vous, Madame Whitmore. Les hommes comme Hale savent comment disparaître. Il a de l'argent caché dans des endroits que nous n'avons pas encore trouvés. Il pourrait être parti pour de bon. Clara a senti Ethan se raidir à côté d'elle. Il était monté du corral quand il avait vu le Marshal arriver. Il se tenait au bas des marches du porche, les bras croisés et la mâchoire serrée. « Et la banque ?» a demandé Ethan. « C'est la partie compliquée. Hale a laissé le coffre presque vide. Il a pris la plupart des liquidités. Les déposants, chaque personne de cette vallée qui avait de l'argent dans cette banque, ils vont le sentir. » L'estomac de Clara s'est noué. À quel point? Grave, Pete Sutter y avait les revenus de sa boutique, les économies de la pension de Sarah Linden, l'argent du bétail des frères Dawson. Tout est parti. Il les a volés, a dit Clara. Il a volé toute la ville. Légalement, c'est plus compliqué que ça. Mais oui, en termes simples, il a pris leur argent et s'est enfui. Bon, Dunning était parti annoncer la nouvelle en ville. Clara et Ethan sont restés dans la cour et ont écouté le silence. Ce n'était pas vraiment le silence. C'était le son d'une vallée qui réalisait que l'homme qui avait contrôlé leur vie avait disparu, les laissant sans rien. « C'est de ma faute, » a dit Clara doucement. Ethan s'est tourné vers elle. « Ne dis pas ça. Je l'ai poussé, je l'ai confronté dans la rue. J'ai fait venir le Marshal. Je l'ai acculé. Et il a fait ce que font les animaux acculés. Il s'est enfui. Et maintenant, chaque personne de Wheeler's Crossing a payé le prix. Clara, écoute-moi. Hale volait ces gens depuis des années. La seule chose que tu as faite, c'est d'allumer la lumière. Ce qu'il a fait dans le noir était de sa faute, pas de la tienne. Dis ça à Pete Sutter. Dis ça à Sarah Linden. Je le ferai si tu veux. Ce n'est pas ce que je... Clara s'est arrêtée. Thomas s'est agité contre sa poitrine et elle l'a changé de bras. Les gens vont me blâmer, Ethan. Ils me blâmaient déjà d'avoir fait des vagues. Maintenant, le bateau a coulé et leur argent est au fond. Certaines personnes te blâmeront, celles qui préfèrent être à l'aise plutôt que libres, mais les autres, ceux qui se sont manifestés, ceux qui ont raconté leurs histoires, ceux qui se sont tenus dans ta cuisine et ont signé ces déclarations, ils connaîtront la vérité. But la vérité ne nourrit pas leur famille. Non, mais elle leur donne une chance de recommencer sans un voleur à la tête de la seule banque à 50 miles à la ronde. Clara l'a regardé. « Depuis quand es-tu devenu si sage? » « Je ne suis pas sage. J'ai juste passé 3 ans seul dans les montagnes avec rien d'autre à faire que de penser. C'est la même chose. » Les retombées ont frappé Wheeler's Crossing comme une deuxième catastrophe, où les familles qui avaient confié leurs économies à la banque se sont réveillées pour les trouver disparus. Les entreprises qui fonctionnaient à crédit n'avaient soudain plus de crédit. L'ambiance en ville est passée du choc à la fureur, puis à quelque chose de pire. Un désespoir sourd et lancinant qui s'est abattu sur la vallée comme de la poussière. Clara le sentait chaque fois qu'elle allait en ville. Certaines personnes la remerciaient, d'autres détournaient le regard. Quelques-uns la regardaient avec une hostilité ouverte, non pas parce qu'ils pensaient qu'elle avait tort, mais parce qu'avoir raison n'avait rien arrangé. Martha Perkins a été la première à dire ce que tout le monde pensait. « Cette ville a besoin d'une banque », a-t-elle dit, assise à la table de la cuisine de Clara, avec une tasse de café et un air qui signifiait qu'elle était sérieuse. Sans banque, toute la vallée est paralysée. Les éleveurs ne peuvent pas obtenir de prêts pour le bétail. Les fermiers ne peuvent pas financer des semences. Les entreprises ne peuvent pas fonctionner. Alors, qu'est-ce qu'on fait? A demandé Clara. On en construit une. Clara l'a dévisagé.
Martha, j'arrive à peine à faire tourner ce ranch. J'ai un nouveau-né. Je viens de survivre à un homme qui essayait de voler ma terre. Et tu veux que je construise une banque? Je n'ai pas dit que tu devais le faire seul. J'ai dit nous. Nous qui? Nous, cette vallée. Chaque éleveur, homme fermier et propriétaire d'entreprise qui a été blessé par Hale. Nous mettons nos ressources en commun. Nous construisons une banque coopérative détenue par les déposants, dirigée par un conseil élu. Fini l'homme seul qui contrôle l'argent de tout le monde. Ethan s'est appuyé contre le cadre de la porte, Thomas endormi dans le creux de son bras. Il avait pris l'habitude de porter le bébé partout. Et le bébé avait pris l'habitude de ne dormir que quand Ethan le tenait, ou ce que Clara trouvait à la fois touchant et légèrement irritant. Ça pourrait marcher, a-t-il dit. Des banques coopératives fonctionnent au Kansas et au Nebraska. Les alliances de fermiers les ont créées pour se sortir exactement de ce genre de situation. Tu connais les banques coopératives? A dit Martha. J'ai lu dans une montagne. Les hivers sont longs dans les montagnes, madame. Martha a regardé Clara. Je t'avais dit que je l'aimais bien, celui-là. Clara a secoué la tête. Même si on pouvait le faire, et je ne dis pas qu'on le peut, qui la dirigerait? Qui dans cette vallée a de l'expérience bancaire? On n'a pas besoin d'expérience bancaire. On a besoin d'honnêteté et de mathématiques. Et ça fait 30 ans que je dirige un magasin général avec de l'honnêteté et des mathématiques. Martha, je ne te demande pas de diriger la banque, Clara. Je te demande de la soutenir. Ton nom a du poids maintenant. Les gens savent ce que tu as fait. Ils savent que tu as combattu Hale et que tu as gagné. Si Clara Whitmore dit que cette banque est digne de confiance, les gens le croiront. Clara a regardé Thomas endormi contre la poitrine d'Ethan. Elle a regardé sa cuisine, la même cuisine où sa mère avait cuisiné, où sa grand-mère avait fait des conserves, où James s'était assis chaque matin, buvant du café et lisant l'almanach. « Laisse-moi y réfléchir », a-t-elle dit. « Réfléchis vite. » Cette vallée se vide de son sang. Martha est partie. Clara est restée assise à la table et a regardé ses mains. Elles étaient plus rudes qu'elles ne l'avaient été 6 mois auparavant. Plus dures. Les mains d'une femme qui avait reconstruit des clôtures, accouché du bétail et affronté un banquier corrompu au milieu de la rue. « À quoi penses-tu? » a demandé Ethan. « Je pense que je suis venu à cette vente aux enchères pour sauver mon ranch. C'est tout ce que je voulais. Juste garder ma terre et élever mon bébé en paix. Et maintenant, Martha me demande de sauver toute une vallée. Personne ne te demande de sauver quoi que ce soit. Il te demande de te lever. Il y a une différence. Tu n'arrêtes pas de dire qu'il y a une différence, parce qu'il y en a toujours une. Clara a tapoté ses doigts sur la table. Si on fait ça, si on soutient une banque coopérative, les gens de Hale se battront contre. Ceux qui ont profité de son système. Et ceux qui ont obtenu des prêts favorables parce qu'ils faisaient ce qu'il leur disait. Probablement. Et le chemin de fer pourrait revenir. Un tracé différent, une compagnie différente, la même pression. Possiblement. Et j'ai un ranch à gérer, du bétail à soigner, un bébé à élever et un cow-boy avec des mains brûlées qui ne peut même pas tenir un marteau sans grimacer. Mes mains vont bien. Tes mains sont en piteux état, Ethan. Il a baissé les yeux sur ses bandages. Elles vont mieux. Tout va mieux. C'est ça qui me fait peur. Chaque fois que quelque chose s'améliore, j'attends que ça s'effondre. Ethan a déposé doucement Thomas dans le berceau et s'est assis en face d'elle. Il a posé ses mains sur la table. Paume vers le haut, cicatrice visible. Tu sais ce que Ruth dirait dans ce moment? Qu'est-ce qu'elle dirait? Arrête d'attendre la chute et commence à construire les escaliers. Clara a senti quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Un nœud qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait oublié qu'il était là. On dirait qu'elle était quelqu'un. Elle était tout. La voix d'Ethan était stable. Pas de fissure, pas de rupture. Juste la simple vérité d'un homme qui avait aimé et perdu et qui avait trouvé le courage de s'asseoir à la table d'une autre femme et de prononcer le nom de sa femme décédée sans se noyer. Et elle t'aurait apprécié. Elle t'aurait beaucoup apprécié. Clara a tendu la main sur la table et a posé la sienne sur la sienne, pas doucement cette fois. Fermement, une poignée qui signifiait qu'elle était sérieuse. « D'accord, a-t-elle dit, construisons une banque. » Ça a pris 3 semaines. Clara et Martha ont rédigé les statuts à la table de la cuisine, travaillant à la lueur de la lampe. Après que Thomas se soit endormi, Ethan a parcouru la vallée, parlant aux éleveurs et aux fermiers,
expliquant la structure, répondant aux questions. Et il a fait quelque chose que Clara n'avait pas prévu. Il a gagné leur confiance. Le cow-boy montagnard, balafré et silencieux, qui était arrivé à Wheeler's Crossing comme un achat à 50 $, s'est avéré avoir un don pour que les gens se sentent écoutés. Comment fais-tu ça? Lui a demandé Clara un soir, après qu'il ait passé 3 heures dans la cuisine des frères Dawson à les convaincre d'investir. Faire quoi? Faire en sorte que les gens te fassent confiance. Tu parlais à peine. On dirait que tu t'es battu avec un puma. Et les gens te donnent leur argent et leur poignée de main comme si tu étais l'homme le plus fiable qu'ils aient jamais rencontré. Je ne mens pas. C'est tout? C'est plus que ce que la plupart des gens offrent. À la fin du mois d'août, 47 familles s'étaient engagées à verser des fonds. La banque coopérative de Wheeler's Crossing ouvrirait en septembre dans l'ancien bâtiment du cadastre que le comté avait accepté de louer pour $1 par an. Martha serait la directrice. Un conseil de 7 éleveurs et propriétaires d'entreprises superviserait les opérations, et le nom de Clara Whitmore figurerait sur les statuts en tant que garante fondatrice. La nuit avant l'ouverture de la banque, Clara se tenait sur le porche, tenant Thomas et regardant les étoiles. Le bébé était éveillé, ses yeux grands et sombres, fixant le ciel comme s'il essayait de compter chaque lumière. Ethan est sorti et s'est tenu à côté d'elle. « Grand jour demain », a-t-il dit. « Jour terrifiant demain. » C'est de la même chose. Clara a ri, un vrai rire plein qui les a surpris tous les deux. Ethan. « Oui, il y a quelque chose que je dois faire et j'ai besoin que tu viennes avec moi. » « Où? » « En haut de la colline. » Ils ont marché ensemble dans le noir, Clara portant Thomas, Ethan marchant à ses côtés. Le chemin était usé par des années de pas. Ceux de sa grand-mère, de sa mère, les siens. Il menait à une petite clairière au sommet de la colline où 2 croix de bois se dressaient contre le ciel. La mère de Clara et James. Clara s'est agenouillée devant la croix de James. Le bois était déjà patiné. 5 mois de vent et de pluie avaient adouci les bords. Elle avait gravé son nom elle-même, car le charpentier de la ville voulait $2, et elle avait eu besoin de ces $2 pour le fourrage. « Salut », a-t-elle dit, « c'est moi. » Ethan s'est tenu assez en retrait pour lui laisser de l'espace, assez près pour la rattraper si elle tombait. « J'ai amené quelqu'un pour te rencontrer », a dit Clara. « 2 personnes, en fait. » Elle a déplacé Thomas dans ses bras. « Voici ton fils, Thomas James Whitmore. Il a ton menton et mon caractère, et il va être un vrai démon quand il commencera à marcher. » Elle a fait une pause, a touché la croix de sa main libre. « Et voici Ethan. C'est l'homme qui m'a aidé à sauver le ranch. Il est bien, James, il est calme et têtu et il ne sait pas cuisiner pour un sou. Mais il est bien. Il m'a tenu la main quand Thomas est né. Il a sorti nos chevaux d'une grange en feu. Il s'est assis sur ton porche toutes les nuits et a guetté les ennuis parce que c'est ce qu'il fait. Il veille, il reste. » Sa voix a tremblé, elle l'a stabilisée. « Je ne te remplace pas. Je ne pourrai jamais te remplacer. Tu es dans chaque poutre de cette maison, dans chaque acre de cette terre et dans chaque souffle que ce bébé prend. Mais je suis en vie, James. Je suis toujours là et j'ai besoin de continuer à vivre. J'ai besoin de laisser quelqu'un entrer. » Elle a sorti l'alliance de sa poche, en or usé, chaude d'avoir été portée près de son corps pendant des semaines. Elle l'a placée à la base de la croix, l'a enfoncée dans la terre. « Je t'aimerai pour toujours. » Pique, a-t-elle dit. « Mais je vais l'aimer lui aussi. Et je pense que tu le voudrais. Je pense que tu voudrais que j'aie quelqu'un qui reste. » Elle s'est levée. Ses genoux lui faisaient mal. Ses yeux étincellent. Elle avait pleuré toutes les larmes qu'elle avait pour James Whitmore. Et ce qui restait n'était plus du chagrin. C'était de la gratitude, pure, propre et assez forte pour tenir debout. Elle s'est tournée vers Ethan. Il pleurait silencieusement, sans bouger, sans essuyer son visage, juste debout là, dans le noir, avec des larmes qui coulaient sur ses cicatrices. « À ton tour », a dit Clara. Ethan l'a regardé. « Quoi? Parle-lui, dis ce que tu as besoin de dire. » Ethan s'est avancé lentement. Il s'est tenu devant la croix de James Whitmore, a enlevé son chapeau et l'a tenu contre sa poitrine. « Je ne vous connais pas, a-t-il dit, mais je sais ce que vous avez construit et je sais qui vous avez aimé. Et je vous jure, sur tout ce qu'il me reste, ce qui n'est pas grand-chose, mais c'est honnête, je prendrai soin d'eux.
votre fils, votre femme, votre terre. Il a fait une pause. Je n'essaierai pas d'être vous. Je ne le pourrai pas, même si je le voulais. Mais je serai là tous les jours, aussi longtemps qu'elle voudra de moi. Il a remis son chapeau, s'est tourné vers Clara. C'était bien, a-t-il demandé. Clara a pris sa main. C'était parfait. Ils sont redescendus de la colline ensemble. Thomas dormait entre eux, inconscient de tout, sauf de la chaleur et du son de 2 battements de cœur près de lui. La banque a ouvert le 1er septembre. La moitié de la vallée s'est présentée. Martha se tenait derrière le comptoir dans une nouvelle robe et son expression la plus sérieuse. Elle a pris des dépôts toute la matinée avec l'efficacité d'une femme qui avait attendu toute sa vie qu'on lui confie quelque chose d'important à faire. Clara se tenait près de la porte avec Thomas dans ses bras et a serré des mains jusqu'à ce que son épaule lui fasse mal. Des gens à qui elle n'avait pas parlé depuis des mois. Des gens qui s'étaient détournés d'elle dans la rue. Des gens qui avaient laissé ce mot sur son chariot. Ils sont venus un par un et l'ont regardé dans les yeux. Certains se sont excusés, d'autres non. Mais ils ont tous franchi cette porte. Pete Sutter a apporté son premier dépôt dans une boîte à café. Mais 300 $, tout ce qu'il avait économisé depuis que Hale avait vidé l'ancienne banque. « Tu es sûr de ça, Pete ?» a demandé Clara. « Je suis sûr de toi, a-t-il dit. Ça suffit. » Le vieux Pete Sutter, qui n'avait fait confiance à personne depuis des années, qui avait tout perdu à cause du mensonge d'un banquier et s'était presque perdu lui-même dans le silence qui avait suivi. Debout dans une nouvelle banque, remettant son argent à une femme en qui il croyait. Parce qu'elle s'était tenue dans une rue et avait dit la vérité quand personne d'autre ne le faisait. Clara a pris la boîte. Ses mains tremblaient. « Merci, Pete. Ne me remercie pas. Ne le perds pas, c'est tout. Je ne le perdrai pas. » Ce soir-là, après le départ du dernier déposant et que Martha ait fermé les portes, Clara est rentrée chez elle. Ethan l'attendait à la barrière. Il avait passé la journée au ranch. Il n'aimait pas les foules. Et il avait dit que la banque n'avait pas besoin d'un cowboy balafré pour effrayer les clients. « Comment ça s'est passé ?» a-t-il demandé. « 43 dépôts le premier jour. C'est bien. C'est un miracle. » Il l'a aidé à descendre du chariot. Ses mains avaient suffisamment guéri pour pouvoir saisir. « Isha. Oh, aussi, donc. » Bien que les cicatrices ne disparaîtraient jamais complètement. Clara s'en fichait. Elle en était venue à aimer ses mains. La rudesse, les blessures, la preuve de ce qu'elles avaient traversé et de ce qu'elles avaient construit. Ethan. Oui? Viens à l'intérieur, j'ai préparé le souper. Tu ne sais pas se cuisiner. Je sais, viens quand même. Ils ont mangé à la table de la cuisine pendant que Thomas dormait dans son berceau. Des haricots, du pain de maïs et du café. Le même repas que Clara avait servi à Ethan sa première nuit au ranch. Le pain de maïs était brûlé en dessous. Les haricots étaient liquides et le café était assez fort pour décaper de la peinture. « C'est terrible, » a dit Ethan. « Je sais. C'est le meilleur repas que j'ai eu depuis des années. » Clara a regardé de l'autre côté de la table cet homme qui était entré dans sa vie par une vente aux enchères et une offre de 50 $. Un homme avec des cicatrices sur le visage, des brûlures aux mains et un chagrin si profond qu'il avait passé 3 ans à le fuir. Un homme qui réparait des clôtures, construisait des berceaux, portait des bébés, combattait des incendies et se tenait devant une tombe pour faire une promesse à un mort qu'il n'avait jamais rencontré. Ethan. Oui, je t'aime. Les mots ont atterri entre eux comme une pierre dans l'eau calme, simple, lourd, vrai. Ethan a posé sa tasse de café. Il l'a regardé un long moment. Puis il s'est levé, a contourné la table et s'est agenouillé à côté de sa chaise. « Je t'aime aussi. » a-t-il dit. « Je t'aime depuis que tu as levé la main à cette vente aux enchères et offert 50 $ pour un homme dont personne ne voulait. Je t'ai aimé quand tu t'es tenu dans la rue et que tu as abattu l'homme le plus puissant de la vallée. Je t'ai aimé quand tu m'as confié ton fils et que tu m'as fait confiance pour le tenir. Et je t'aimerai demain et le jour d'après et chaque jour jusqu'à ce que j'arrête de respirer. » Clara a posé ses mains sur son visage. Des deux côtés, le balafré et le lisse. « C'est la plus longue phrase que tu aies jamais dite d'un coup, » a-t-elle dit. « Ne t'y habitue pas. » Elle l'a embrassé. Doucement d'abord, puis pas doucement du tout. Et Ethan Calloway l'a embrassé en retour avec tout ce qu'il avait gardé en lui pendant 3 ans. Chaque mille de sentier de montagne, chaque nuit froide dans une cabane vide.
chaque matin où il s'était réveillé et avait dû trouver une raison de continuer. Il l'a embrassé comme un homme qui avait enfin trouvé cette raison. Thomas s'est réveillé et a pleuré. Ils ont ri tous les deux. Ethan a pris le bébé et Clara s'est appuyée contre son épaule. Et tous les trois se sont tenus dans la cuisine d'une maison construite par des mains têtues sur une terre têtue, dans une vallée qui avait failli être volée par un homme qui pensait que l'argent était le pouvoir. Il avait tort. Le pouvoir, c'était une veuve enceinte qui ne voulait pas vendre. Le pouvoir, c'était un cow-boy balafré qui a choisi de rester. Le pouvoir, c'était une ville qui s'est finalement levée et a dit assez. Clara Whitmore a regardé son fils, et regardé l'homme qui le tenait, et regardé par la fenêtre la terre qui s'étendait au nord jusqu'à la crade, au sud jusqu'à la route, et à l'est jusqu'aux montagnes où Ethan Calloway s'était autrefois caché du monde. Sa terre, sa famille, sa vie, pas donnée, pas sauvée, pas achetée, construite, et dans un ranch du Montana, dans la lumière déclinante d'un été qui avait mis à l'épreuve tout ce qu'elle était, Clara Whitmore a enfin compris quelque chose que son grand-père lui avait dit quand elle était à peine assez âgée pour s'en souvenir. La terre ne se soucie pas de savoir qui possède le papier. Elle appartient à celui qui reste. Elle laisse rester. Ils sont restés tous les deux. Et c'était suffisant. C'était plus que suffisant.